Aujourd'hui, on va répondre ensemble à 100 questions essentielles que se posent les entrepreneurs, et ce, en un minimum de temps. Ah! Allez, c'est parti! Je suis Rémi Perla, fondateur de la startup Epopia. C'est grâce à vous qu'on peut partager cette connaissance avec un maximum de gens. Planter des graines, et un jour, il y en a une qui grandira et qui vous amènera à la Lune. Bonjour à tous, je suis Rémi Perla, fondateur de la startup Epopia, et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour cette émission très spéciale puisque c'est le 100e épisode. Ouh, ça fait 1 an que la chaîne est lancée, on en est à 100 épisodes, ce qui fait à peu près 2 épisodes par semaine depuis 1 an, ce qui est plutôt cool. Et ça fait plaisir, donc merci à tous de me suivre depuis 1 an. J'espère que tout ça vous plaît. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment de fou pour une 100e? Et je me suis dit, bah, on a balayé tellement de sujets en même temps, maintenant 100. En fait, c'est relou quand on débarque sur la chaîne, on ne sait pas laquelle voir, il y a trop de contenu. Et s'il y avait une vidéo qui concentrait tout en un minimum de temps et qui permettait d'avoir toutes les informations de la chaîne d'un seul coup, en un seul shot, et puis ensuite, bah... c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ah tiens, je veux bien la creuser, je regarderai cette vidéo. Ah ça c'est cool, c'est cool. Et du coup, on a quand même un maximum d'informations en un minimum de temps. Je me suis dit que c'est un truc de fou. C'est parti, on va rebalayer les 100 premières questions, alors 99 premières questions qu'on a déjà répondu sur la chaîne en une seule vidéo. Et puis on conclura par une petite question bonus pour faire la 100e. Et ce sera cool. Ok, vous êtes prêts? Top chrono? C'est parti! Question numéro 1. Pourquoi tout quitter et monter sa boîte? Alors, il y a une bonne raison de tout quitter et de monter sa boîte, c'est que vous avez un projet qui vous tient tellement à cœur, qui vous occupe tellement l'esprit qu'en fait vous n'en dormez plus et que vous ne pouvez pas ne pas le faire, vous n'avez pas le choix, il va falloir le faire. Et c'est tout. Sinon, vous allez le regretter toute votre vie et la vie est trop courte pour avoir des regrets. Donc, vous quittez tout et vous vous lancez. C'est une évidence. Question numéro 2. Faut-il avoir de l'argent pour entreprendre? C'est mieux si vous avez déjà un peu de capital, mais en vrai c'est tout à fait possible sans capital. Déjà il y a plein d'organismes qui vous aident au démarrage, et puis il y a aussi une très bonne méthodologie qui s'appelle le bootstrapping dont on va parler dans une question un peu après. Question numéro 3, et si on me vole mon idée? Et bah c'est pas grave, parce qu'en fait c'est vous qui l'avez volé l'idée, parce que votre idée, plein de gens ont déjà eu avant vous, plein de gens l'auront en même temps que vous et l'auront après vous, et celui qui gagne à la fin, celui qui réussit, c'est pas celui qui a la meilleure idée, c'est celui qui l'exécute le mieux. Plus vous partagez votre idée autour de vous, plus elle s'enrichit des remarques, des contradictions, des conseils des autres, et donc mieux vous réussirez à la mettre en œuvre, alors que celui qui s'isole, qui se met dans sa cave et qui fait son idée dans son coin sans en parler avec personne, celui-là il court à l'échec le plus évident. Donc n'oubliez jamais, votre idée n'a aucune valeur, partagez-la, c'est comme ça qu'elle s'enrichit, et à la fin c'est l'exécution qui fera la différence. C'est quoi un Startup Weekend? Un Startup Weekend, c'est un week-end, 54 heures, pendant lesquelles vous allez pitcher votre projet, réunir une équipe autour de vous de bénévoles, de gens qui ont envie d'aider et de participer à une belle aventure, des profils hyper différents, et puis vous allez ensemble monter un prototype, essayer de trouver une preuve de marché, faire une étude économique, trouver des clients, et vous allez essayer de vraiment mettre les bases et de poser les premières pierres d'une entreprise, et après vous allez peut-être même faire des rencontres, trouver peut-être des cofondateurs, ou juste des amis. En tout cas, c'est une très très belle aventure humaine et ça vous permet de mettre un premier pied à l'étrier, donc c'est cool. Question numéro 5, essentielle, si vous êtes start-upper, c'est quoi une start-up? C'est une organisation en recherche d'un business model scalable et répétable. Ça veut dire qu'il recherche un business model, donc il ne sait pas encore comment il gagne de l'argent, mais il ne cherche pas n'importe quel type de business model, sinon ce serait juste une entreprise. Il cherche un business model qui est scalable et répétable, et ça, on va le voir dans une prochaine vidéo. Question numéro 6, qu'est-ce que la scalabilité? Ah bah justement, j'en parlais. La scalabilité, c'est la capacité de monter à l'échelle. Aujourd'hui, vous êtes 10 et vous avez 1000 clients. Est-ce que demain, pour avoir 100 000 clients, il va falloir que vous soyez 1000? Si oui, vous n'êtes pas scalable. Par contre, si demain, pour avoir 100 000 clients, donc 100 fois plus de clients, il faut que vous passiez juste de 10 à 12, 13, 14, 15, alors oui, vous avez un business model scalable. Un business model scalable, c'est un business model qui peut exploser en nombre de clients et en nombre d'utilisateurs sans pour autant que les besoins de ressources initiaux n'explosent de manière proportionnelle. Et dans ce cas-là, vous avez un business qui peut à tout moment faire x10, x100, x1000, qui peut y survivre à une telle croissance. Ça, c'est un business model scalable. Passez à l'échelle. Quel statut juridique pour ma startup? Question numéro 7. Eh bien, c'est la SAS, Société par Action Simplifiée. Oubliez les autres statuts. 99% des startups se montent sur des SAS, donc vous faites une SAS et c'est tout. On passe à la suite. C'est quoi les 3 qualités pour entreprendre? Alors, à mon sens, il faut avoir 3 qualités qui sont vraiment essentielles. La première, c'est savoir s'entourer. Et quand on dit savoir s'entourer, c'est avoir des gens de talent autour de soi, des gens qui vous donnent des conseils, mais aussi savoir les écouter, sinon ça ne sert à rien. Donc,
être un peu humble et pas penser à détenir la vérité unique. La deuxième, c'est d'être résilient parce que l'entrepreneuriat est un parcours long et difficile avec beaucoup de chutes et il faut se relever à chaque fois et pas abandonner. Et la troisième, et sûrement la plus importante, c'est votre capacité à apprendre, votre courbe d'apprentissage. Plus vous apprenez vite, plus vous apprenez beaucoup, meilleur vous serez et plus vite vous serez bon, moins vous ferez d'erreurs et plus vous évoluerez vers le succès rapidement et plus vous avez de chances de réussir. Votre courbe d'apprentissage, c'est votre donnée personnelle la plus importante. Et donc travaillez là encore et encore et encore et apprenez jour après jour. Question numéro 9. Peut-on monter sa boîte seul ? Oui, on peut monter sa boîte seul. Alors, on dit que c'est un peu plus dur et qu'il y a plus d'échecs, principalement parce que déjà, vous n'avez pas toutes les compétences vous-même. Et puis en plus, comme on l'a dit, il y a des hauts et des bas dans l'entrepreneuriat. Et quand on est à plusieurs, quand il y en a un qui est en bas, celui qui est en haut peut le tirer vers le haut. Et ça peut être vous qui tirez quelqu'un d'autre vers le haut ou les autres qui vous tirent vers le haut. Donc c'est toujours bien de ne pas s'isoler dans tous les cas. Si jamais vous montez un business seul, faites-vous accompagner, ne restez pas tout seul. Par contre, un entrepreneur qui reste seul tout au long du chemin, celui-là, il est mal barré. Comment trouver ses cofondateurs si on ne doit pas rester seul? Question numéro 10, on est déjà à 10%. Et pour trouver ses cofondateurs, c'est pas forcément votre beau-frère ou votre meilleur ami qui sont les meilleurs pour faire ça. C'est des gens qui vont vraiment trouver un intérêt à votre projet, qui ont envie de se mettre en danger et qui amènent des compétences dans le projet. Et donc, il va falloir aller rencontrer du monde, faire un startup week-end, aller à des événements de l'écosystème, aller à des meet-up et partager votre idée. Pitchez les gens et vous allez voir, il y a des gens qui vont dire « mais moi je maîtrise très bien ce domaine et cette idée elle m'intéresse à fond, je suis prêt à me lancer » et vous allez avoir des rencontres de gens avec qui vous pourrez monter et apporter de la valeur vraiment à votre projet. Comment se former à l'entrepreneuriat? Vu qu'on a parlé de cours d'apprentissage, c'est important. Alors non, il n'y a pas de diplôme, enfin il y a des diplômes, mais ça n'a jamais fait un entrepreneur. La meilleure manière d'apprendre l'entrepreneuriat, c'est d'entreprendre. Et ensuite, il y a des ressources qui sont à votre disposition. Alors les principales, YouTube, typiquement la vidéo que vous êtes en train de regarder, donc vous êtes déjà en bonne voie. Moi, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris en grande partie grâce à une chaîne YouTube aussi, Startup Food, la chaîne de The Family, et donc notamment via Oussama Ammar. Donc il y a plein de contenus comme ça qui sont en ligne. Et puis les bouquins, mais on va le voir dans la suite de la liste qu'il y a plein de conseils de lecture, il y a des tonnes de bouquins qui vous apportent des tonnes de connaissances. Et lisez des livres, regardez des vidéos sur YouTube, et déjà vous avez le gros de ce qu'il faut avoir. Question numéro 12, comment savoir si j'ai un marché? Alors, oubliez les études de marché, la seule manière d'avoir un marché, c'est d'avoir des gens qui achètent votre produit. Donc vous allez vendre votre produit. Que vous l'ayez déjà ou pas, c'est pas important. Et on s'en fout de savoir quel est le bon prix, vous verrez bien si vous arrivez à le vendre ou pas. Donc vous allez voir des clients potentiels et vous leur vendez votre idée, et comme si vous l'aviez, et vous leur demandez de mettre la carte bleue sur la table. S'ils mettent la carte bleue sur la table, ils sont prêts à payer, alors vous avez un marché. Sinon, baissez le prix pour voir si c'est le prix qui bloque, mais sinon, s'ils veulent pas, alors il n'y a peut-être pas de marché. Mais le marché est défini par le fait qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour votre produit, pas sur le fait que les gens sont intéressés ou trouvent ça que c'est cool comme idée. Donc cherchez à vendre, c'est comme ça que vous verrez si vous avez un marché. Question numéro 13, avec porte chance ou pas, je sais pas. Se lancer avec un produit parfait ou un MVP. Alors, qu'est-ce qu'un MVP? C'est un minimum viable product, c'est un produit le plus petit, le plus minimum possible, mais qui soit viable, qui apporte la valeur que vous voulez vendre. Donc sans aucune feature autour, il n'y a pas besoin de mettre plein de trucs, et le truc qui fait qu'on peut l'avoir en rouge, en bleu, et tout le monde va le demander, on s'en fout si tout le monde va le demander. D'abord, il faut avoir le cœur de valeur, et tester juste ça, et vendez déjà ça, et en vrai, la loi de Pareto, 80-20, si vous avez 80% de la valeur qui est faite, c'est 20% de l'effort. Et ensuite, tous les efforts que vous allez faire en plus ne vont apporter que très peu de valeur en plus. C'est vraiment ça, il faut penser 80-20, il faut mettre d'abord le cœur, le moteur. Le reste, on s'en fout. Donc faites un MVP et essayez déjà de vendre ça et ce sera cool et vous gagnez du temps. Qu'est-ce que le Lean Startup? Alors c'est une méthodologie, d'où vient notamment le MVP. C'est une méthodologie qui permet d'aller vite et de très vite apprendre et trouver la voie du succès. En gros, le temps c'est de l'argent et quand il n'y a plus d'argent, votre boîte elle est morte. Donc il faut que vous avez un temps limité pour trouver le succès et réussir à percer. Et pendant ce temps limité, il faut tester un maximum de choses pour trouver qu'est-ce qui marche. Et donc, il y a une méthode pour ça avec une boucle où vous posez une hypothèse, vous la testez de manière la plus vite possible, typiquement avec des MVP par exemple. Vous mesurez précisément ce qui se passe et donc vous en tirez une conclusion, vous apprenez quelque chose et cette conclusion va vous amener soit à dire ça marche et on va plus dans telle direction, soit ça marche pas du tout et on pivote et donc on pose une nouvelle hypothèse et ainsi de suite. Et on fait ce cercle le plus vite possible, plus vous le faites vite, plus vous avez de chances de réussir et jusqu'à trouver le moment où ça marche, vous avez un product market fit. On va venir sur cette question-là un peu plus tard. Question numéro 15. Est-ce qu'il faut faire des concours de start-up?
Non, en fait ça dépend. Si vous faites une startup qui sauve des vies, allez-y, vous gagnez à tous les coups. Si vous ne faites pas une startup qui sauve des vies et qu'il n'y en a pas qui concourent, mais vous faites une startup pour les handicapés, vous gagnez aussi. S'il n'y a pas de startup pour handicapés et vous faites une startup pour les enfants, vous gagnez aussi. C'est là où moi je gagne tous les concours. Sinon, vous avez très peu de chances de gagner. Deuxième chose, 3 questions à se poser quand on veut aller dans un concours de startup. 1, est-ce que je paye pour y aller? Est-ce que ça va me créer des dépenses? C'est malin d'aller payer pour ça. 2, est-ce que je gagne de l'argent ou pas à la sortie? Parce que s'il n'y a pas d'argent à gagner, pourquoi vous y allez? La hype, on s'en fout. 3, est-ce qu'à un moment ou à un autre, il y a le vote du public qui intervient? Parce que s'il y a un vote du public, c'est la foire à la triche, et donc soit vous trichez, soit vous avez déjà perdu. Donc voilà, ça c'est les 3 questions qui permettent de vous dire aussi si ça a un intérêt ou pas, mais la plupart du temps, ça n'en a pas beaucoup. Le seul intérêt des concours, c'est de rencontrer d'autres start-upers dans la salle d'attente et de tisser des liens. Ça peut vous servir plus tard. Le concours en soi, on s'en fout complètement. Question numéro 16. Qu'est-ce que c'est du B2C, du B2B? C'est quoi votre business? Votre business est défini par qui paye la facture, qui vous fait rentrer de l'argent à l'intérieur. Si vous faites un produit pour le grand public mais que vous le vendez au supermarché, vous faites du B2B2C. Vous vendez en B2B à une autre entreprise qui paye la facture et le client final, lui, c'est le problème du supermarché, pas le vôtre. Donc si vous vendez au grand public, vous êtes du B2C, consumer, business to consumer. Si vous faites vers d'autres entreprises, vous faites du B2B. Business to business. Et après, il y a d'autres déclinaisons possibles. Comment être bien accompagné? Alors, une règle importante quand on veut être accompagné, et c'est bien d'être accompagné, c'est qu'il faut un accompagnement de qualité. Et pour moi, le meilleur critère, c'est d'être accompagné par des gens qui sont passés par là où vous passez aujourd'hui. Donc, il faut des gens qui aient entrepris. C'est tout. Si vous avez en face de vous des chargés d'affaires qui sortent d'études et qui n'ont jamais monté une boîte, quels conseils ils vont vous donner en fait? Enfin, ça sort d'où? C'est de la pure théorie. Donc, faites-vous accompagner par des gens qui ont entrepris avant vous. C'est la seule question à vous poser. Si vous rentrez dans un incubateur, demandez qui est celui qui vous accompagne et quel est son parcours avant. Il y a des organismes comme ça qui le font. Alors, typiquement, chez The Family, c'est très bien pour ça. Mais également, si vous allez, par exemple, chez Réseau Entreprendre, c'est des entrepreneurs qui accompagnent des entrepreneurs. Donc, vous avez en face de vous que le jour où vous avez des problèmes de ressources humaines, de gestion de personnes, de management, des gens qui ont déjà galéré sur ces questions-là. Sur toutes les questions, vous avez des gens qui ont affronté les mêmes choses que vous et qui peuvent comprendre la souffrance, la galère, les doutes, qui comprennent vraiment ce que vous portez sur les épaules. Les premiers locaux, comment les choisir, où les poser? Dans le meilleur des cas, ne pas avoir de premiers locaux, faites ça chez vous, faites monter en coloc avec vos cofondateurs, c'est cool. Vous avez besoin de locaux qu'à partir du moment où vous avez des salariés en vrai. Et ensuite, voire même pas, parce que de nos jours avec le remote, ça marche aussi très bien. Merci le Covid. Sinon, les locaux, favorisez des locaux fermés. Ne vous posez pas au milieu d'un open space, dans un espace de coworking. Vous êtes une équipe qui doit être resserrée. Tout ce que vous dites doit s'entendre les uns des autres. Vous devez savoir tout ce que vous faites en même temps. Vous devez être... On dit une startup au début, c'est une secte. Mettez-vous entre 4 murs entre vous et vous êtes un groupe hyper soudé qui peut faire du bruit quand il doit faire du bruit. Voilà, vous devez être ensemble entre 4 murs. Ça, c'est vraiment mon meilleur conseil. Et typiquement, la meilleure manière de grandir, c'est d'aller dans des petites pépinières si vous avez besoin de locaux. Parce que vous pouvez grandir assez rapidement sans avoir à porter du risque, à vous engager sur 6 mois, 1 an, 3 ans, 6 ans, 9 ans de loyer. Vous pouvez bouger très rapidement, partir très rapidement. Enfin, c'est vraiment cool pour ça. Question numéro 19. Comment bien pitcher? Alors je vais vous donner un petit bout de mes conseils là-dessus. La première chose, c'est que pour bien pitcher, il n'y a pas de mystère. Il faut répéter, 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 s'entraîner. C'est comme ça qu'on fait un bon pitch. Il faut le répéter tellement qu'à la fin on ne le connaît pas par cœur, mais qu'on est capable de le faire sans notes. Et ça vous permettra aussi de ne pas réciter. Parce qu'après, à chaque fois, vous devez refaire un entraînement. Essayez de ne pas le redire avec exactement les mêmes phrases. Essayez de trouver des nouveaux mots. Et donc comme ça, vous restez dans une dynamique un peu naturelle, ça reste parler, mais répétez, refaites-le pour tenir le timing. Et puis si vous voulez que votre pitch sorte du lot à tous les autres pitchs, ayez un moment star. Un moment star, c'est le moment où Steve Jobs sort un ordinateur d'une enveloppe. C'est le moment où vous trouvez une pièce de 2 € sous votre chaise et que le fondateur de Free vous dit voilà, c'est avec ça que vous payez maintenant votre abonnement téléphonique. Et donc ça, c'est un moment star qui vous marque toute votre vie, vous vous souvenez de ce pitch. Et bien ayez votre moment star, trouvez la manière de faire en sorte que les gens se souviennent de vous grâce à un truc que vous faites pendant votre pitch. Ça, c'est vraiment cool. Question numéro 20. Le crowdfunding. Comment est-ce qu'on fait du crowdfunding? Alors le crowdfunding, c'est avoir la foule qui vient financer votre projet. Donc aller trouver les clients avant et aller faire de la prévente. C'est vraiment cool, c'est un très bon moyen de financement. Par contre, oubliez l'histoire magique de vous lancer votre projet et la foule vient venir se battre pour vous donner de l'argent. Un crowdfunding, vous l'avez déjà réussi avant de le lancer.
Un crowdfunding, il nécessite d'abord de réunir une communauté autour de votre projet, de gens qui s'y intéressent, et c'est cette communauté-là qui va être les premiers à donner et qui vont boucler votre crowdfunding. Et si ça marche, alors vous pourrez peut-être aller au-delà et ouvrir ce qu'on appelle le troisième cercle et avoir beaucoup de gens qui viennent donner en plus et avoir un crowdfunding qui explose. Mais en tout cas, le crowdfunding, il réussit si vous avez déjà au moment où vous lancez une communauté suffisamment grande pour la boucler. Donc tout se joue en amont. Comment financer au démarrage? Alors, si vous avez besoin d'argent au démarrage, il y a plein d'organismes qui financent. Le premier argent que vous allez trouver, ça va être le Love Money. Donc c'est vos parents, votre entourage, vos amis, tous les gens qui sont prêts à donner un peu d'argent pour vous aider à vivre vos rêves et à monter votre truc. Ils savent qu'ils le font à perte. C'est pas des investisseurs, mais ils le font pour vous aider parce qu'ils vous aiment, donc c'est du Love Money. Ça, c'est la première somme d'argent que vous allez récupérer, en plus de vos propres fonds à vous. La deuxième investisseur dans la création d'entreprise, c'est le chômage. Donc c'est si vous avez déjà bossé avant et que vous pouvez bénéficier du chômage, et ben arrêtez pour création d'entreprise et vous touchez 2 ans de salaire, soit en continu, soit en apport en capital. En tout cas, vous pouvez toucher de l'argent et ça, c'est la meilleure manière de vous financer au début. Et puis le troisième point, ça va être les organismes de type France Active qui font des effets leviers pour aller avoir aussi des emprunts bancaires si vraiment il y a besoin. Mais, comme nous allons le voir dans la question numéro 22, qu'est-ce que le bootstrapping? La meilleure chose, c'est de ne pas avoir besoin d'argent pour se lancer et pour ça, il y a une méthode, c'est le bootstrapping. Le bootstrapping, c'est l'art de se lancer sans argent et d'avancer le plus loin possible sans jamais avoir besoin de chercher d'argent. Pourquoi? Parce qu'on fait tout à moindre coût, on fait tout avec des bouts de ficelle si vous voulez, on fait tout par du système D et on cherche surtout d'abord et avant tout des clients et on essaie de vivre sur l'argent des clients, qui est le seul argent sain pour grandir. Vraiment essayer de chercher le plus tôt possible d'avoir des clients qui payent et essayer de grandir avec ça et en fait, c'est contre-intuitif, mais moins vous avez d'argent, plus vous êtes intelligent, plus vous faites des bons choix. À chaque fois que vous avez trop d'argent, vous allez faire le truc que vous n'auriez pas fait si vous n'avez pas eu d'argent. Mais quand vous avez de l'argent, vous avez envie de le tester, est-ce que vous sentez que ça va marcher? Et les 3 quarts du temps, ça marche pas, et vous avez perdu votre argent. Quand vous n'avez pas d'argent, vous êtes obligé de ne faire que des choses qui marchent vraiment. Et donc, vous ne faites que des bons choix. Donc, le bootstrapping est la meilleure méthodologie jusqu'à ce que vous atteigniez au moins le product market fit. Et ensuite, vous pourrez aller vers des levées de fonds ou vers d'autres modes de financement. Et qu'est-ce que le product market fit? Ça tombe bien, la question numéro 23. Le product market fit, c'est le moment où votre produit rencontre son marché et que ça fit parfaitement et là ça explose. C'est le moment où vous étiez en galère pour en vendre 10 chaque mois et d'un coup vous en vendez 1000 en un mois, puis 3000 le mois d'après, puis 10 000 le mois d'après. Là vous avez un product market fit et que le jour où vous l'avez, vous le savez. C'est juste une explosion de vos ventes. Et ça, c'est votre objectif dans la vie. Tant qu'il n'y a pas de product market fit, on n'embauche personne. Tant qu'il n'y a pas de product market fit, on n'a pas besoin de locaux. Tant qu'il n'y a pas de product market fit, on ne peut pas aller lever des fonds. C'est le product market fit et vous faites du lean startup jusqu'à ce que vous ayez ce product market fit, c'est le Graal. C'est là que le jeu commence. Quand immatriculer sa boîte? Le plus tard possible. Vous immatriculez votre boîte au moment où vous n'avez pas le choix. Et vous n'avez pas le choix au moment où vous devez éditer la première facture. Donc quand vous avez un client qui paye, vous devez facturer et donc là vous avez besoin d'une boîte. Avant, vous n'avez pas besoin de boîte. Vous ne montez pas de boîte. Et la vie est beaucoup plus facile quand vous n'avez pas de boîte. Parce que typiquement, vous avez plein de gens et vos cofondateurs, ils n'ont pas besoin d'être salariés pour pouvoir travailler avec vous. Vous pouvez avoir des gens qui vous aident. C'est un projet. Et ça reste en mode projet le plus longtemps possible. À partir du moment où c'est une boîte, il y a tout le droit du travail, il y a tout le droit qui vient s'imposer à vous, il y a toutes les charges qui viennent sur une boîte qui s'imposent à vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir une structure trop tôt. Amenez-la le plus tard possible. Numéro 25, on est au quart, mais on avance. Quel accord entre cofondateurs? Ok, vous avez trouvé des cofondateurs, mettez-vous tout de suite d'accord sur qui fait quoi et comment on répartit les fonds et surtout comment ça va évoluer à l'avenir, les responsabilités, on va le voir après, mais aussi qu'est-ce qui se passe si ça ne se passe mal, comme on va le voir après. Tout ça, il faut se mettre d'accord avec eux dès le début. Et il faut tester ces cofondateurs en amont, il faut travailler avec eux avant la création de la boîte et c'est là vous verrez aussi, dans déjà ces phases où il y a des hauts et des bas, si vous êtes capable de travailler ensemble pendant les 10 prochaines années ou si vous allez juste vous entretuer au bout de 2 mois. C'est important. Quelle répartition des parts entre cofondateurs? La meilleure clé de répartition, c'est pas l'argent que les gens amènent, même si ça fait partie du risque que les gens portent en amenant de l'argent, c'est combien les gens vont s'investir dedans et à long terme. Ça veut dire combien les gens vont se mettre en danger, lâcher leur boulot, se retrouver sans ressources pour le projet. Ça veut dire qu'ils sont prêts à se mettre en danger et ce risque-là, il faut le payer, il faut bien le payer. Donc la clé de répartition, c'est combien les gens vont apporter dans la durée pour votre boîte et combien la boîte a besoin d'eux pour évoluer. On va essayer en général de ne pas avoir un 50-50, un 33-33-33. Il faut qu'il y ait un moyen de décider, qu'il y ait une majorité qui sorte, pas de 50-50, c'est 51-49 si vous voulez, mais pas de 50-50. Et si après la clé de répartition, ça dépend vraiment de la prise de risque et de vos débats avec les gens, il faut juste trouver quelque chose de fair, de juste entre vous. Quelle répartition des décisions entre cofondateurs? C'est aussi quelque chose qu'il faut mettre au point dès le début. Qui décide? Il faut qu'il y ait un chef. Il y en a un qui a la majorité, il y en a un qui tranche. Quand tout le monde s'engueule et que personne n'est d'accord, il y en a un qui a le droit de dire stop, maintenant ce sera ça et c'est tout. Et tout le monde doit le trouver légitime pour ça. Donc celui-là, c'est pas
Forcément, celui qui amène le plus d'argent, c'est celui qui a la légitimité. C'est celui qui sera le patron, le CEO, le leader. D'autres vont pouvoir prendre des postes à responsabilité. Typiquement, s'il y en a un qui est technicien et qui va être CTO, et ben c'est quoi sa marge de manœuvre? C'est jusqu'où il a la liberté, et il faut lui donner la liberté, il faut qu'il soit en responsabilité. Donc en cas de fight, si tout le monde, personne n'est d'accord, le CEO tranche, mais dans 98% des cas, 99% des cas, le CTO doit avoir la main et le dernier mot sur les questions techniques. C'est sa responsabilité, c'est pas celle du CEO, et le CEO doit être en confiance avec lui, et ainsi de suite. Et à chacun des cofondateurs doit dire ce qu'il apporte, quelle place il prend, et comment vont se répartir les décisions entre vous, et établissez des règles claires. Question numéro 28, et quand les cofondateurs se séparent, comment on fait? Et ben si vous avez bien fait les choses en amont, vous avez un bon accord, que vous avez formalisé ça par exemple dans un pacte d'associés, et ben ça se passe très bien. Si au fur et à mesure vous avez dit aussi, là ça se passe pas bien, on sent bien qu'à un moment ça va se séparer, hein. Quand il faudra en arriver à tel moment, on fera ça et on est d'accord qu'on fera ça comme ça. Et si les choses ont été discutées en amont, et bah le jour où ça arrive, ça se passe très bien. Et formaliser ça dans un pacte d'associés. Beaucoup de boîtes crèvent parce que les associés se séparent sans avoir prévu, sans avoir assez discuté en amont de comment ça se passait en cas de séparation. Et donc là, ça fait des divorces qui explosent tout et la boîte, elle crève. Donc parlez-en au début avec vos fondateurs. Cette question est essentielle. Question numéro 29, c'est quoi Epopia? Alors j'ai donné un exemple de startup, c'est la mienne. Epopia, c'est un livre par courrier dont les enfants sont les héros. Ce sont des aventures par courrier pour faire lire, écrire et rêver les enfants de 5 à 10 ans. Mais si on envoyait des lettres aux enfants et qu'ils pouvaient nous répondre, et ce serait génial, et ce serait un jeu, et ils s'éclateraient, et ouais, voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée vraiment d'utiliser ce médium-là et se créer de nouveaux supports pour faire lire et écrire. Alors, on est une trentaine de personnes aujourd'hui et on est en France, en Suisse, aux États-Unis. On a des partenaires, il faut être sous licence, on a nos propres histoires, on fait de la créa, on fait de la logistique, on fait de l'informatique. On est un peu une boîte un peu complexe sur pas mal de domaines et beaucoup de marketing. On est en B2C. Voilà, en résumé, c'était pour comme ça un exemple sur lequel je me repose souvent dans les vidéos. Je présente aussi ce qu'est Epopia. Question numéro 30. Quel nom pour votre boîte et pour votre marque? En vrai, c'est pas très important. L'important, c'est surtout d'avoir un nom de domaine, d'avoir le nom de domaine de dispo. Éviter, c'est plutôt d'avoir un truc qui soit une suite de voyelles et de consonnes, qui se prononce bien dans toutes les langues, qui ne veuille pas dire un gros mot dans une langue en particulier et où le nom de domaine soit disponible. Que ça veuille dire quelque chose ou pas, c'est pas grave. De toute façon, votre nom, à un moment, vous allez le changer. La plupart des startups à un moment changent leur nom. Même Facebook a changé de nom. Au début c'était The Facebook. Donc de toute façon c'est un truc que vous remettrez sur le métier, donc perdez pas trop de temps au début dessus, parce que de toute façon à un moment vous allez le remettre en jeu et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. L'important c'est plutôt d'avoir les noms de domaine et de penser au référencement. Question numéro 31. Quel logo pour sa startup? Alors dans la liste des questions qui ne servent à rien, vraiment le logo ça sert à rien. Facebook, plus grosse boîte du monde. Parmi les plus grosses boîtes du monde, ils ont mis un F, ils l'ont mis dans un carré bleu et ils sont passés à autre chose et ils ont raison. Le logo, on s'en fout. Vous gagnerez pas un client parce que votre logo est joli. Vous perdrez pas un client parce que votre logo est moche. Et de toute façon, votre logo, vous allez le changer plus tard quand vous aurez enfin défini vraiment quel est votre ADN, quelles sont vos valeurs, quel est votre public, quand vous saurez vraiment ce que vous faites. Alors vous ferez un logo qui marketingement colle à tout ça. Mais au début, on s'en fout. Mettez une lettre dans un carré et passez à autre chose. Ne perdez pas de temps sur cette question du logo. On s'en fout complètement. Est-ce que c'est bien de vendre du service pour financer sa startup ou sa boîte? Si vous n'êtes pas une boîte de service, non, ce n'est pas bien. C'est l'histoire de beaucoup de startups qui se lancent en général au début en B2C parce qu'ils veulent conquérir le monde. Et puis le B2C, c'est super dur, donc ils finissent par voir qu'en fait, ils peuvent vendre le produit à des entreprises. C'est plus simple d'avoir un gros client que 10 000 petits. Et donc, ils convainquent un client et ils deviennent B2B. Sauf que ce client, il veut plein de choses spécifiques. Et donc, du coup, on commence à vendre du service pour adapter le produit juste à ses besoins spécifiques à lui. En fait, on se retrouve à être une boîte de service et à vendre du service pour faire du custom à chacun. Et on n'est plus du tout une startup. Et voilà. Et c'est pas grave, ça peut être une belle boîte. Il n'empêche que c'est plus une startup. Donc si vous voulez vraiment aller conquérir le monde et faire une startup qui disrupte et qui défonce tout, bah, essayez d'éviter le service, faites quelque chose. Il y a une règle du jeu quand vous êtes même en B2B avec des boîtes, c'est vous utilisez le produit tel quel ou pas. Mais on ne fait pas de custo, le minimum possible pour ne pas tomber dans ce piège. En tout cas, si vous commencez à faire du service, la question c'est qui paye les factures. Plus vous ferez de service, plus ça payera les factures de la boîte, plus ça devient prioritaire dans la boîte, plus vous embaucherez des gens pour cette partie-là, plus en fait ce sera ça votre stratégie et votre boîte deviendra une boîte de service. Ça va vous défocuser complètement de votre produit et de votre projet d'origine, donc évitez de tomber dans ce piège. On arrive au tiers. Question numéro 33. Comment recruter ses premiers salariés? Comment avoir un bon process de recrutement? Question essentielle, très bien pour le tiers. Parce que beaucoup de boîtes crèvent à ce moment-là. Recruter c'est super dur et se planter sur le recrutement, c'est la meilleure manière de tuer sa boîte. Donc pour recruter, il y a une méthode, ça s'appelle la Hay Method, The Hay Method for Hiring, décrit dans un très bon bouquin qui s'appelle WHO, W-H-O, et donc qui vous décrit en tout cas un bon processus qui repose d'abord tout sur des savoir-être, des compétences professionnelles des gens. Les savoir-faire, ça s'acquiert, vous faites des tests, vous voyez s'ils les ont, c'est cool. Par contre,
Chaque poste nécessite un certain nombre de compétences clés et ces compétences clés, soit les gens les ont, soit les gens ne les ont pas. Et votre but en tant que recruteur, c'est d'enquêter pour savoir si les gens ont ces compétences et pas en enquêtant en leur demandant est-ce que vous les avez. Tout le monde va vous dire bah, bien sûr, je les ai, bien sûr, je suis très organisé et je suis très créatif et je suis très... Non, ce qu'il faut, c'est aller trouver des faits qui corroborent ça. Et donc, il y a une méthode, la A-méthode, qui vous permet de définir quelles sont les compétences pour chaque poste et qui vous explique comment organiser vos interviews, les interviews téléphoniques, les interviews en physique, comment aller aussi mettre en jeu le reste de l'équipe dans le processus, comment aller chercher les références, comment aussi convaincre l'autre de venir chez vous. Tout ça, c'est décrit dans une super méthode, la A-méthode. Lisez ce bouquin, appliquez-la, c'est vraiment la Bible. Numéro 34, comment onboarder, accueillir un nouveau salarié. C'est bien, vous l'avez recruté, maintenant il faut qu'il rentre chez vous et comment est-ce que vous en faites un bon salarié, quelqu'un qui va tout comprendre. Et en fait, le risque, c'est de se dire, allez, on le met au travail et comme ça, très vite il bosse et ça va être cool. Non, prenez le temps. Chez nous, c'est une semaine l'onboarding. Il n'y a pas besoin qu'il bosse tout de suite. Au contraire, plutôt vous essaierez d'éclaircir un maximum de choses avec votre entreprise, les outils, les différents métiers dans la boîte, le produit, qu'ils comprennent tout très bien. Plus il sera efficace quand il va se mettre à bosser, en fait, vous allez gagner du temps et éviter qu'il y ait des choses qui soient des non-dits et qui vont après créer des problèmes. Donc, ne zappez jamais l'onboarding. Et l'onboarding, ça va être vraiment un partage de connaissances sur tout ce qui va faire son quotidien et les outils qu'il va utiliser, comment, pourquoi, qui sont les gens. Typiquement, ça peut être même aller passer du temps à la relation client, à faire de la relation client, dans l'équipe produit pour comprendre le produit et pour travailler avec eux dessus, à aller tester des choses et il va aller dans différentes équipes, il va comprendre tous les métiers, il va rencontrer plein de gens. C'est vraiment une bonne manière de le faire rentrer dans la boîte, de lui faire rencontrer les gens, de lui faire comprendre tous les tenants et aboutissants et donc d'en faire un esprit qui après va être pertinent quand il va falloir mettre de la réflexion sur la table. Donc donnez les clés aux gens, onboardez-les. Question numéro 35. Comment bien mener son entretien d'embauche? Alors on a parlé avant de la A-méthode. La A-méthode notamment décrit ce qui est un bon entretien d'embauche quand on a un entretien physique. Alors il y a l'entretien téléphonique où il y a une liste de questions qui est très précise et qui permet déjà de faire un très bon écrémage et de voir vraiment ceux à qui il y a une chance et ceux où il n'y a aucune chance. Et ça fait gagner du temps. Et ensuite il y a l'entretien physique. L'entretien en présentiel, il est long et il est clair. C'est une enquête où on balaye le CV de la personne. On va prendre tous les métiers qu'il a fait, tous les postes qu'il a occupés et à chaque fois on va poser les 5 mêmes questions. Et ces 5 questions vont nous servir à trouver si les gens ont les compétences que l'on recherche ou pas, ou au contraire s'ils ont les défauts qui sont l'inverse de ces compétences. Et donc pour chacun de ces postes, on va leur demander pourquoi ils ont été embauchés, pourquoi faire, c'était quoi, sur quoi ils étaient évalués, qu'est-ce qu'ils y ont fait dont ils étaient le plus fiers, qu'est-ce qu'ils y ont fait qui s'est le plus mal passé dont ils sont moins fiers, comment était l'équipe avec laquelle ils ont bossé, qu'est-ce que l'équipe leur a apporté, qu'est-ce que eux ont apporté à cette équipe, et comment ça s'est fini, pourquoi ça s'est fini. Et sur ce que les gens vont raconter ça, chaque fois sur chaque point de leur CV, et ben vous allez creuser, vous allez chercher des faits. Et vous allez trouver le moment où la personne a utilisé telle compétence. Et donc vous pourrez savoir que oui, il l'a vraiment parce qu'à tel moment, il en a fait usage. Et vous avez des faits et donc vous savez que vous êtes en confiance que c'est la bonne personne. Et à la fin, vous recrutez celui qui a le plus de compétences, le plus de A dans les compétences, c'est la A-méthode. Vous cherchez celui qui a le plus de A, c'est le A-player dont vous avez besoin. Tout ça est encore une fois décrit dans le livre Woo et c'est vraiment important de l'appliquer bien. C'est quoi le profil parfait d'un salarié en start-up? Alors ça c'est vraiment pour les start-up, pas pour les entreprises en général, mais il y a une question importante, c'est qu'une start-up c'est une boîte qui est en recherche d'un business model, donc c'est-à-dire qu'elle gagne pas encore d'argent, ou qu'elle ne sait pas encore comment elle va monter demain, elle ne sait pas quand est-ce qu'elle va crever. En général, elles sont toutes mourantes à 6 mois à peu près. Et donc, c'est une zone d'instabilité, d'incertitude très forte. Une startup, c'est une entreprise en incertitude extrême. Et donc, c'est un environnement qui n'est pas sain pour beaucoup de gens. Il y a plein de gens qui n'aiment pas l'incertitude, qui ont besoin de savoir qu'ils auront un salaire demain, qui ont besoin de savoir comment ça va évoluer, qui ont besoin de savoir où ils vont, qui ont besoin de savoir que les choses marchent et qui vont être très malheureux dans une entreprise qui est tout le temps balayée par le vent et par la tempête. Et donc, ce que vous avez besoin, c'est pas d'avoir des employés qui cherchent la sécurité, qui cherchent un job, qui ont besoin de voir loin. Vous avez besoin d'avoir des aventuriers, des gens qui ont envie de vivre cette aventure avec vous, qui sont pas paniqués si vous leur dites que bon, et si dans 6 mois on meurt, qu'est-ce qui se passe? Si ça les panique, si vous les sentez un peu hésitants, c'est qu'ils vont pas être heureux chez vous si vous faites une startup. Donc voilà, vous embauchez des aventuriers, faites très attention à ça. Les gens qui sortent des administrations et qui cherchent à se reconvertir sont plus heureux dans une grande boîte en général que dans une startup qui navigue dans le brouillard en permanence. Question numéro 37, c'est quoi la culture d'entreprise? La culture d'entreprise, c'est ce qui fait que votre entreprise est complètement différente de toutes les autres.
C'est ce qui fait votre spécificité, ce qui fait votre mode de pensée, c'est les valeurs que vous portez et comment vous les incarnez et comment elles s'incarnent aussi bien dans votre produit, dans ce que vous faites au quotidien, que dans la manière dont vous le vivez avec le reste de l'équipe, dont vous interagissez avec le reste de l'équipe. C'est vraiment quelque chose de très fort. Ça comprend aussi vos outils, ça comprend votre mode de fonctionnement, ça va comprendre le fait que est-ce que les gens ont le droit de télétravailler ou pas, est-ce que les gens peuvent faire du total remote, est-ce qu'il y a des horaires ou est-ce qu'il n'y a pas d'horaire, est-ce que les gens ont un compte de vacances ou est-ce que les gens partent en vacances quand ils veulent, est-ce que les gens ont un droit à prendre des décisions ou pas, quel est le niveau de confiance que vous mettez en eux, tout ça, ça fait partie de votre culture d'entreprise. Est-ce que vous faites des tonnes de teuf, est-ce que vous venez déguisé au boulot, est-ce que vous faites des petits pains et des trucs comme ça, tout ça, c'est un ensemble de choses qui est cohérent et qui fait que votre boîte est très différente de toutes les autres. Alors, on parle souvent des toboggans et des barres à céréales et ce genre de trucs chez les startups et des baby-foot et tout ça. Mais c'est pas ça qui est important. C'est quelles sont les valeurs qui sont transmises derrière et comment c'est une partie de la manière de l'incarner. Vous mettez des baby-foot dans une entreprise, ça fait pas une startup, ça fait pas une culture d'entreprise. Vous avez une culture d'entreprise qui est notamment dans ses valeurs fondamentales, le fun, et alors effectivement vous avez un baby-foot et ça fait sens en fait. Vous faites du fun par plein d'autres manières au sein de la boîte. Ça fait partie de votre culture d'entreprise. Le management, comment on manage son équipe. Alors moi je prône en général le management très bienveillant et par la confiance. Donnez la confiance aux gens, plus vous donnez de la confiance aux gens, plus les gens ont envie d'être à la hauteur de cette confiance et plus les gens seront bons et ont envie de se donner à fond. Être dans le contrôle, se dire ok, fais, je regarde et si c'est bien alors je te lâche un peu plus la bride et puis je regarde et puis je lâche et être comme ça dans cette espèce de ce contrôle et de donner sa confiance au petit à petit, c'est pas la meilleure manière d'amener le meilleur des gens. Donnez-leur votre confiance entièrement, laissez-les faire à leur manière. C'est que vous avez embauché des gens meilleurs que vous, c'est pour faire mieux que vous. N'embauchez pas des gens moins bons que vous. Et donc du coup, lâchez la bride, laissez-les faire. Et si ils font mal, alors vous descendez la confiance, mais par défaut vous la donnez et vous verrez que les gens vont se donner mais 10 fois plus parce qu'ils ont envie d'être à la hauteur de la confiance que vous leur donnez. C'est vraiment magique. Est-ce qu'une startup doit être gérée ou une entreprise doit être gérée par la démocratie ? Non. Non, et ça ne veut pas dire en vrai, 90% des décisions doivent être prises de manière démocratique. Tout le monde doit être partie prenante dans la décision, tout le monde doit donner son avis, doit participer à la réflexion, doit pouvoir mettre son avis sur la table. Tout le monde doit être écouté. S'il sort un consensus, c'est mieux. Mais à la fin, si les gens ne sont pas d'accord, il y en a un qui tranche, c'est le CEO, c'est son rôle et il doit parfois jouer le rôle du dictateur et c'est le jeu. Et c'est pas grave. Il vaut mieux avoir une décision qui est mauvaise et contre tout le monde qu'un consensus mou qui vous amène à ne pas prendre de décision et en fait à ne rien faire, qui vous amène à l'échec total. Si vous avez une voie qui est bonne, une voie qui est mauvaise, et bah vous savez pas laquelle est la bonne et la mauvaise naturellement. Vaut mieux choisir une des deux et avoir une chance sur deux de se planter que d'aller dans le consensus mou au milieu et donc d'avoir toutes les chances de se planter. Donc à un moment, il faut écouter, il faut vraiment essayer de partager. Plus vous partagerez la décision, plus vous écouterez les gens, plus vous co-construirez ensemble, plus les gens seront investis ou auront envie de se donner à fond pour aider, plus ce sera leur décision et leur projet. Il n'empêche qu'à un moment, quand il faut trancher, tranchez. Tombez pas dans le piège de on vote et c'est moitié-moitié. À un moment, c'est vous qui portez la vision, c'est votre rôle, c'est à vous, une fois que vous avez pris tous les renseignements, de choisir. Numéro 40, pourquoi faire des fêtes est important? Pourquoi est-ce qu'il faut célébrer dans une boîte? C'est important parce que déjà, il y a plein de hauts et de bas et à chaque haut, il faut le célébrer. Chaque petite victoire est une réussite qui nécessite d'être célébrée par une fête, par des applaudissements, par des remerciements et ça valorise aussi vos équipes, ça valorise les gens sont contents, les gens sont fiers de ce qu'ils font. Donc prenez le temps de valoriser les gens, de les remercier, de les mettre en avant sur le devant de la scène, de le montrer au monde qu'ils sont géniaux et tous ensemble de fêter chaque petite réussite. Il ne faut pas attendre l'énorme release, la version 5.5. La 3.2 était déjà bien et la 3.3 aussi se fête et chaque petite sortie est importante. C'est quoi les 5 missions d'un CEO, du chef d'entreprise? Alors, à mon sens, il y en a 5 importantes. La première, c'est porter la vision. C'est vous qui savez où va la boîte et c'est vous qui devez construire cette vision et la porter, la partager, la faire ressentir à chacun au sein de la boîte. Ça, c'est le management, c'est faire que chacun ressente pourquoi et comment ce qu'il fait aide à réaliser cette vision et donc que chacun comprenne vraiment quelle est sa place dans ce plan. La troisième, c'est de recruter ces gens, à qui vous allez expliquer ça. Le recrutement, c'est le cœur de la boîte. C'est bien, je l'ai mis au milieu. C'est vraiment le cœur de votre travail, c'est de recruter. La A méthode, encore une fois. Ensuite, le sang d'une entreprise, c'est l'argent. Quand il n'y a plus d'argent, l'entreprise, elle est morte. Donc, allez chercher des financements, si nécessaire. Il est là. Ou allez chercher les clients, si vous financez par le bootstrapping et par les clients, ce qui est la manière la plus saine. Et puis, la dernière chose, c'est de représenter la boîte. Vous l'incarnez, c'est vous la boîte. Vous êtes son visage. Et donc, vous devez aussi la représenter, aller dans le tissu, aller tisser les liens avec l'écosystème, avec les clients, avec tout le monde, peut-être même vous mettre en avant et vendre par vous-même avec votre image.
à la Haflelou, j'en sais rien, mais vous représentez votre marque et votre produit. Alright, numéro 42. Ah, 42. La réponse à la question que tout le monde se pose. C'est quoi les différents stades de développement d'une startup? C'est une question aussi intéressante. Alors au départ, quand il n'y a que les cofondateurs, c'est vraiment le mode fondateur. Hein. Ensuite, quand on va voir les premières personnes qui rejoignent l'équipe, quand on est entre 1 et 10, on est en mode tribu. On est une famille, tout le monde se connaît très bien, tout le monde est amis, on vit les uns sur les autres, on sait tout ce que pense tout le monde, toutes les décisions sont prises ensemble, c'est vraiment hyper fort, c'est une partie de la vie de l'entreprise qui est très très forte. Ensuite, quand on monte et qu'on va commencer à arriver à 20, à 30, tout le monde se connaît toujours, mais ça peut monter jusqu'à 100, hein. C'est le mode village, tout le monde se connaît toujours, mais quand il y a des gens qui s'aiment pas, il commence à y avoir des groupes, des clans, c'est un peu plus difficile. Vous pouvez pas vous manager tout le monde en direct, donc vous commencez à avoir des managers au milieu du C-level. Donc voilà, ça change un peu pas mal de choses et votre mission à vous, c'est de faire en sorte que la future entreprise, elle survive à ce genre de changement d'échelle. Et puis après, vous allez monter à 1000, vous allez monter à 10 000, vous allez monter vraiment en mode ville, en mode État, nation. Donc vraiment après, ça grossit et là, c'est vraiment... je peux même pas en parler, hein. Moi je suis pas arrivé à ces échelles-là, mais le plus dur là-dedans, c'est de garder des process clairs et de garder votre future entreprise avec qui vous êtes et de continuer à donner de la place aux gens et de tisser du lien dans un truc qui devient gigantesque. C'est vraiment ça qui est dur et scaler à cette échelle-là, ça peut être très difficile. Donc ça demande en fait, quand une entreprise grandit, l'entrepreneur, c'est pas ça y est, il est cool, maintenant les autres bossent pour lui. Au contraire, tout devient à chaque fois plus dur. Ça c'est vraiment, faut bien avoir ça en tête. C'est quoi les rôles dans une startup? Alors on va retrouver en général pas mal de postes qui sont toujours les mêmes. On va retrouver le CEO, hein, le patron, CEO, Chief Executive Officer. On va retrouver s'il y a une dimension technique, un CTO, directeur technique. On va retrouver s'il y a une dimension, alors si vous faites du B2C, il y aura un marketeur, donc il y aura un CMO. Si vous êtes plutôt dans le B2B, ce sera un commercial, un CCO. À partir du moment où vous êtes assez gros, vous avez levé des fonds, qu'il y a des finances à gérer, vous avez un CFO, un Financial Officer. Si vous avez des opérations complexes, vous pouvez avoir, ou quand vous devenez gros, de toute façon à un moment, vous avez besoin d'un COO, un gestionnaire, un chef des opérations. En général, c'est celui qui va devenir DG ensuite. C'est ensuite qui gère la machine et qui fait que tout tourne ensemble. Si vous avez une dimension créative, vous pouvez avoir un directeur créatif. Si vous avez ensuite, on va retrouver souvent aussi en spécificité le gros marketeur, celui qui va hacker la croissance, on en parle bientôt, et aussi le product manager, celui qui gère le produit en lui-même, qui au début peut se fondre avec le CTO sur un projet technique, mais au bout d'un moment ça peut se détacher complètement. Donc voilà, il y a ce genre de choses là. C'est à peu près les postes qu'on retrouve la plupart du temps. 44, entreprendre quand on est parent, est-ce que c'est cool? Alors oui, vous pouvez entreprendre quand on est parent. C'est dur, c'est plus dur, et en même temps pas tant que ça, parce que c'est là qu'on se rend compte quand on n'est pas parent, on est toujours mais j'ai pas le temps, il y a trop de trucs à faire, j'arrive pas à tout faire. Et puis un jour vous êtes parent et vous arrivez à vous occuper de vos enfants 2-3 heures par jour, vous pouvez pas faire autre chose, et pourtant après vous arrivez toujours à en faire autant, voire parfois plus, et vous vous rendez compte qu'en fait avant vous aviez le temps déjà, mais qu'en plus le temps ça se mesure pas, que c'est pas une question de temps libre, c'est vraiment comment vous organisez et sur quoi vous mettez votre énergie. Et puis les enfants, c'est un truc qui vous permet de rester focus et de garder un équilibre entre votre vie privée et votre vie personnelle et votre vie entrepreneuriale, parce que les enfants vous alertent quand ils vous voient plus, quand vous êtes tout le temps concentré en train de penser à autre chose, ils vous le disent et ils vous permettent de vous refocuser sur ce qui est important, parce que la famille ça reste toujours plus important. Votre entreprise c'est peut-être votre bébé, mais c'est pas un bébé. S'il meurt, il n'y a pas mort d'homme. Votre bébé, c'est votre bébé. Lui, s'il meurt, il meurt. Donc la famille d'abord. Et donc c'est important. Et en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'enrichissant. Et c'est cool et ça marche très bien avec beaucoup d'entrepreneurs par an. Numéro 45. Par quoi on commence quand on se lance? Vous avez deux missions à réaliser. Créer un produit et trouver des clients. Vous avez besoin d'un product, vous avez besoin d'un market, et votre rôle après c'est qu'il fit, product market fit. Votre but à vous ultime c'est de trouver un product market fit, et pour ça il vous faut un produit et tester des marchés. Donc vous mettez à 50% de votre temps, la moitié de votre temps c'est construire ce produit, et on commence par un MVP on l'a dit, et l'autre moitié de votre temps c'est essayer de le vendre. Et vous faites ces deux choses-là à égalité encore et encore jusqu'à ce qu'il y ait un product market fit. Les autres questions sont toutes annexes. C'est ça qui est le cœur de votre travail, c'est ça vos missions principales. Peut-on être patron sans devenir un petit chef? Oui, on peut être un patron sans devenir un petit chef. Pour ça, il faut juste être profondément bienveillant et se rendre compte que tout le monde est plein de qualités, que l'intelligence est partout et que vous n'avez pas la connaissance infuse, et que vous avez recruté des talents qui ont des points de vue différents, qui ont des avis différents, qui ont une intelligence différente, qui peuvent vous apporter plein de choses que vous n'avez pas, et c'est grâce à eux que vous pouvez faire ce que vous ne ferez jamais tout seul. Donc il faut respecter les gens autour de vous, essayer de s'appuyer sur eux au maximum, et vous ne tomberez pas dans le piège du c'est moi le chef, c'est moi qui ai raison, et toi tu fais chier. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de proscrire, et pour ça il faut aussi apprendre à se maîtriser soi-même et à s'écouter et à essayer de creuser aussi pourquoi parfois on en arrive là. On va y venir aussi dans une future question. Est-ce qu'on peut sous-traiter le développement de son produit?
Non! Si vous faites un produit tech et que votre cœur de valeur c'est votre produit, vous devez le faire en interne. Erreur magistrale que font plein de boîtes qui crèvent très vite en général ou qui recommencent à zéro dès qu'ils changent de prestataire. Le prestataire va vous faire un truc mais qui n'est pas fait pour vivre dans le long terme, qui va être compliqué à reprendre et il va jamais vous faire un truc fini parce que c'est un produit, vous êtes sur le métier encore et encore, vous passez votre temps à le retravailler, donc c'est une voie sans fin qui vous coûtera plus cher en fait que de le faire en interne, donc vous n'avez pas la maîtrise, avec plein de dettes techniques qui vont arriver que vous n'aurez pas choisi, c'est une catastrophe, faites-le en interne, vous devez avoir le cœur de valeur de votre boîte dans votre boîte, c'est ça qui compte. Pourquoi vous n'arrivez pas à recruter un tech? Parce qu'en général, si vous allez chercher un externe, c'est parce que vous n'arrivez pas à recruter un tech, notamment un CTO. Il y a plein de bonnes raisons pour ne pas recruter un tech, pour ne pas réussir. En tout cas, en général, c'est pas que les techs ne comprennent pas combien vous êtes des génies, combien votre idée est géniale. C'est souvent que soit votre idée, en fait, techniquement, n'a pas grand intérêt et c'est chiant à développer, soit voir, c'est même pas faisable et c'est du fantasme. Après, il y a plein d'autres raisons aussi qui peuvent rentrer en ligne de compte, du genre, juste vous adressez pas au bon. Vous adressez à un pool qui sont experts dans le domaine et qui ne s'intéressent pas du tout au vôtre. Ou alors, vous cherchez un endroit où c'est déjà saturé, il faut juste en sortir. Arrêtez de vouloir les recruter dans votre ville. Et remote, vous pouvez le prendre dans la ville d'à côté, vous pouvez les prendre à l'autre bout du monde, vous pouvez les prendre dans un autre pays. Ça marche aussi très bien. Il y a plein de caractéristiques qui peuvent faire que les gens ne veulent pas venir chez vous et en changeant un petit peu la manière de présenter, ou aussi la place que vous leur donnez dans la boîte. Est-ce que vous leur proposez des parts d'un CTO? Est-ce que vous leur donnez des parts de la boîte ou est-ce que c'est juste vous cherchez un salarié pour prendre une telle responsabilité? Voilà, qu'est-ce que vous leur mettez sur la table aussi pour les convaincre? Tout ça, ça joue. Faut-il préparer le lancement de son produit? Non! Je sais, on a tous le fantasme de ça y est, mon produit est prêt, je vais le lancer, je vais faire un grand pitch, ça va passer, toute la presse va en parler et tout le monde va l'acheter. Mais ça, c'est quand Apple sort l'iPhone, parce qu'ils sont déjà Apple et que c'est déjà une marque connue mondialement. Quand Apple a sorti son premier ordi, Steve Jobs, il allait dans les salons, il allait faire du porte-à-porte, il essayait de le vendre un par un. Il n'a pas fait un grand lancement, il était personne et tout le monde s'en foutait de ce qu'il faisait. Et vous c'est pareil, vous n'êtes personne, tout le monde s'en fout de ce que vous faites, vous devez les vendre un par un. Encore une fois, vous cherchez d'abord le marché, vous vendez, et vous grossissez, et c'est tout. Il n'y a pas de lancement, ne gardez pas tout jusqu'à avoir un gros lancement d'un coup, ça c'est un échec à chaque fois, ça ne sert à rien, c'est stupide. Numéro 50, on est à la moitié. Wouhou! Comment communiquer en cas de conflit au sein de sa boîte, par exemple? Alors il y a une méthode, l'assertivité, quand vraiment les gens sont en colère, soyez assertif. C'est une manière d'expliquer les choses tout en mettant un filtre qui est le filtre de vous. Quand vous êtes en colère, vous êtes la personne, ne jamais l'accuser d'avoir fait quelque chose de mal, expliquez comment vous l'avez ressenti. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai ressenti, ça m'a frustré, ça m'a énervé, ça m'a fait telle chose. Personne ne peut vous reprocher d'avoir un ressenti et des sentiments, ils vous appartiennent, et donc personne ne va se sentir agressé par ça. Et ensuite, vous en arrivez à la conclusion et vous voulez leur demander à eux ensuite, du coup par une question ouverte, et toi, pourquoi est-ce que tu en es arrivé là? Qu'est-ce que ne va pas dans ce que je viens de te raconter? Qu'est-ce que toi tu as ressenti? Et vous rentrez dans un dialogue où on ne s'accuse pas, où on ne cherche pas à se défendre et à être en repli, mais juste un pas de distance. Tout ce qu'on on le fait à travers de notre ressenti. Je l'ai dit aussi dans une autre vidéo dont on va parler après, tout ce qu'on fait, on a des faits, et là-dessus on tisse une histoire, des choses qui nous énervent, on fait une histoire, on donne une raison à tout ça, et ça crée des émotions et ça nous amène à des actes. Mais en fait, il faut revenir aux faits. Et tout ce qu'on a, c'est l'histoire, et donc on explique son histoire aux gens en disant bien que c'est une histoire, ce n'est que notre version des choses, avec nos yeux par rapport à ce qu'on a vu et ce qu'on a ressenti et comment on se l'est raconté à nous-mêmes. Mais ce ne sont pas des faits, seuls les faits. Et si on se met d'accord avec les gens sur les faits, on arrive à retisser une histoire commune. Et donc ça, c'était la moitié. Mais ce n'est pas fini. Est-ce que vous êtes prêts? On est un peu comme dans le poker rap. Nous en sommes au milieu. On se débrouille plutôt bien. Comment ça c'est moi qui ai fait le plus dur. La pause est finie. On y va. C'est parti pour la deuxième moitié, les 50 prochaines questions que tous les entrepreneurs se posent. On est parti. Numéro 51, faut-il faire de la relation presse? Oui, vous devez faire de la relation presse, c'est une très bonne chose, mais faites-la vous-même. Je parle bien pour les startups, faites-la vous-même, ça ne sert à rien de passer par des agences et de sous-traiter. La relation presse en général, ça marche pas ou moins bien. Vous aurez toujours plus de retours presse en envoyant vous-même des mails aux journalistes qu'en passant par une agence de presse qui ne les connaissent pas tellement mieux que vous, qui envoie les mêmes types de mails sauf que c'est envoyé par un communicant. Les journalistes préfèrent recevoir un mail qui vient du fondateur avec vos mots, avec votre explication, avec vos choix de qui vous visez et pourquoi. Ça marche très bien. Ça sert à rien de payer super cher pour des trucs qui ne marchent pas mieux. Faites votre ERP vous-même. Sujet polémique, je me suis fait plein de commentaires des agences de ERP quand j'ai dit ça, mais en vrai, et j'ai rien contre les agences de ERP, ça marche très bien pour les boîtes. Pour les startups, non. C'est un cas d'école. La plupart des startups peuvent vous le dire, ils ont tous arrêté. Et moi j'ai essayé 3 fois, chaque fois on a arrêté. Et tout ce qu'on a, et on a fait beaucoup d'ERP. Toujours on l'a eu par nous-mêmes, jamais par des boîtes. C'est fou, hein. Bref.
Est-ce que les startups et les grandes entreprises, c'est un bon plan? Non, si vous montez une boîte et dont votre stratégie repose sur le fait d'aller signer un gros contrat avec Bouygues ou avec je ne sais qui, ça ne marchera pas, c'est voué à l'échec. Votre stratégie doit reposer sur le fait de trouver des premiers clients, puis des plus gros clients, puis des plus gros clients, et qu'à la fin, il peut y avoir des grosses entreprises. Mais pas dans la première année, on va signer un gros contrat. Ça ne marchera jamais pour plein de bonnes raisons. Déjà, une grande entreprise ne signe pas des trucs avec un truc qui est encore dans le garage. Il a besoin d'avoir des partenaires avec un peu de solidité en dessous. Donc, il va être très méfiant. Oui, il sera d'accord pour faire un POC. Hein. Il n'y a pas de problème, hein, faire une proof of concept, mais il signera jamais un contrat après et vous aurez perdu beaucoup de temps. Et puis, vous avez en face de vous des gens qui vont sauter tout le temps. Donc, vous allez avoir quelqu'un de motivé pour bosser avec vous. Et puis, à peine vous aurez commencé à bosser avec lui, au bout de 2 mois, qu'il y a une réorg, il a changé de poste, vous avez quelqu'un de nouveau qui hérite du sujet alors que c'est pas du tout son choix, il voit pas du tout pourquoi on fait ça et qu'il n'en a rien à foutre. Et en fait, les gens changent tout le temps, vous perdez tous vos interlocuteurs tous les 6 mois. Et dernier point, la vitesse de décision dans une grande boîte n'est pas du tout la vôtre. Vous êtes petit, vous êtes en ligne, vous allez vite. Et eux, il faut 1 an pour organiser une grosse réunion, pour faire un choix. Donc, vous pensez que ça y est, on a un premier contact, dans 2 mois on a vendu. Dans 6 mois, vous êtes encore en train d'avoir vos premiers rendez-vous. Dans 1 an, peut-être vous aurez un premier petit contrat pour voir un POC seulement. Donc oubliez, ne faites pas reposer votre stratégie sur le fait de signer avec des grands groupes, c'est la mort. Les grands groupes, ça vient plus tard dans l'histoire. Ne pas se disperser, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Restez focus. Donc question numéro 53, comment rester focus? Vous avez plein d'idées, votre produit il peut servir à plein de choses, il y a plein de marchés potentiels, il y a plein de features à développer. Et vous vous dispersez. Et quand vous faites ça, c'est l'explosion. Il faut focuser sur un point, un seul. Pour percer, il faut un marteau pointu. Vous ne percez pas une planche en bois avec un marteau plat. Donc si vous tapez à plein d'endroits différents, vous divisez vos forces, ça ne marche pas. Il faut taper toute votre énergie à un seul endroit. Et donc il faut rester focus. C'est normal qu'il y ait des zones de défocus où on explore, et après on fait un choix et un seul, et on appuie dessus le plus fort possible. Soyez focus. Est-ce que c'est bien de ne pas faire de réunion dans une boîte ou est-ce qu'il faut faire des réunions? Ça dépend où vous en êtes dans votre histoire. Au début, quand on est en mode famille, quand on est une dizaine, les réunions ça sert à rien. Nous pendant 5 ans, on faisait une réunion mensuelle et c'est tout. Il n'y avait pas de réunion et ça marchait très bien parce qu'on savait tout ce que faisait tout le monde, on était au courant de tout, c'était naturel. Quand on grandit, au-delà, oui. Là, au contraire, c'est même l'inverse. C'est tant qu'on n'a pas fait une réunion sur un sujet, en général, le sujet, il patine. Jusqu'à ce qu'on ait mis les gens autour de la table, ça patine. Donc, il faut au contraire forcer les gens à se mettre autour de la table et à faire des réunions. Donc, c'est vraiment selon les moments de la boîte que ça va se décider. Question numéro 55. Faut-il rédiger un business plan? Non, si vous faites une startup, ne rédigez pas de business plan, ça ne sert à rien. Parce qu'une startup, elle n'a pas encore de produit, elle n'a pas encore de marché, elle n'a pas encore le prix. Je ne vois pas avec quoi vous arrivez à faire un calcul et vous définissez une stratégie ou quoi que ce soit. C'est du vent, ce n'est que même pas des hypothèses, c'est rien. Enfin, c'est jeter des dés et vous voyez ce qui sort et vous remplissez un tableau, ça ne sert à rien. Un business plan pour une startup, tant qu'elle n'a pas de produit market fit, c'est du... Alors oui, vous pouvez avoir besoin de rédiger si vous voulez aller chercher des aides financières, mais il faut être très clair avec vous-même. Vous êtes en train de raconter un tissu de pipeau et c'est une perte de temps et d'énergie pour rien parce que ça ne se réalisera absolument pas et sûrement pas comme ça et peut-être même pas du tout vers ce marché-là. C'est vraiment n'importe quoi, c'est jouer avec des dés quoi, c'est tout. Parfois il y a besoin. Ok, et du coup, s'il y a besoin, comment rédiger un plan stratégique? Alors, j'ai donné un plan, vraiment, pour faire un business plan rédigé. En gros, on présente la boîte, on présente le projet, on présente l'idée, à quel besoin elle répond, on présente comment il fonctionne, on va présenter quelle est l'équipe qui le fait, qui sont les gens et quelles sont les compétences dont on a besoin et comment l'équipe qui est dedans est bien. On va y présenter aussi comment l'équipe va évoluer, quel est le marché, la taille du marché, les concurrents, et puis la roadmap, comment nous on s'inscrit là-dedans, qu'est-ce qui nous différencie et comment on voit, on va dire, une stratégie à long terme, une roadmap, on va faire ça, puis après on va faire ça, puis il va se passer ça, alors on va faire ça, et ainsi de suite. Et après, il y a la partie financière. Et avec ça, vous avez à peu près un plan d'un business plan, si vous avez besoin d'en rédiger. Encore une fois, dans le meilleur des cas, ne rédigez pas, ça sert à rien, et c'est du pipeau, une perte de temps. Question numéro 57, c'est quoi Traction et les 19 canaux de communication? Alors, il existe 19 canaux de communication pour aller trouver ses clients, B2B comme B2C. Vraiment, ces 19-là qui sont décrits dans le bouquin Traction. Et notamment, il écrit une méthode pour trouver quels sont les bons canaux de communication pour vous. Et la méthode, c'est que vous analysez pour chaque canal quel est le potentiel de public qui est derrière, qui est au bout du canal, et quelle est votre difficulté à vous de rentrer et de pénétrer ce canal. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous identifiez les 3 canaux qui ont le meilleur ratio difficulté pour volume accessible à la sortie, et vous faites des petits tests sur ces 3 canaux-là, et celui qui donne le plus de résultats, et ben c'est votre canal d'acquisition, c'est parti, vous mettez un max de jus dedans. Et une fois que vous l'avez saturé, vous refaites cette analyse-là avec les 18 autres canaux, vous retrouvez 3, vous testez,
vous choisissez le deuxième et vous y allez, et ainsi de suite, et c'est comme ça qu'on sature ces canaux les uns après les autres. Et par défaut, le meilleur canal d'acquisition est tout sauf le canal d'acquisition que prennent vos concurrents. Allez là où ils ne sont pas, c'est la meilleure manière de prendre un marché. Numéro 58, quelles questions on pose pendant un entretien annuel avec un salarié? Alors, j'ai proposé une liste de questions qui sortent en grande partie du livre de Ben Horowitz, The Hard Things About Hard Things, qui vous permettent vraiment d'aller profiter de ce point annuel pour comprendre où en sont les gens dans leur tête, mais aussi comprendre quels sont les problèmes de votre boîte. Ne plus avoir votre point de vue, mais avoir les points de vue de plein de gens à plein d'endroits différents dans la boîte. Qu'est-ce qui est bien dans la boîte, qu'est-ce qui ne l'est pas, et donc vous allez leur demander notamment quel est après toi le problème numéro 1 dans l'organisation, qu'est-ce qu'on doit faire mieux, qu'est-ce que tu aimes dans le produit, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le produit, ce genre de questions qui va vous permettre vraiment à vous d'avoir des yeux partout où vous étiez aveugle jusque-là. Et aussi à la fin, de prendre un maximum de connaissances et des avis de chaque membre de votre équipe, et donc vraiment de capitaliser sur toute leur intelligence à eux. Donc voilà, il y a 19 questions qui sont vraiment cool pour ça. Je vous invite à suivre cette liste. C'est quoi le livre de la jungle? C'est pas du tout l'histoire de Mowgli, enfin c'est aussi l'histoire de Mowgli. C'est avant tout, en tout cas dans l'entrepreneuriat, un bouquin qui a été édité par l'équipe de Lion, qui est la formation qui a été montée initialement par The Family, formation pour les salariés d'entreprise et de start-up, les salariés de start-up. Et donc ils ont écrit un bouquin qui pour une fois n'est pas un bouquin pour entrepreneurs, mais un bouquin pour salariés de start-up, qui leur explique c'est quoi une start-up, pourquoi c'est très différent d'une autre boîte, comment on choisit sa start-up, comment on mène sa carrière dans une start-up, comment on s'adapte dans une start-up, comment on est un bon dans une start-up, et aussi qui va donner pour chaque type de métier dans une start-up des cas d'école, comment les meilleures start-up elles ont fait, comment elles ont été bonnes dans ces domaines-là, que ce soit technique, que ce soit opérationnel, que ce soit commercial, avec des cas d'école et qui vous montrent vraiment des super pratiques. Et donc c'est une super bible. Techniquement, chez nous, tous les salariés qui rentrent dans la boîte doivent lire ce bouquin en arrivant. C'est obligatoire. Ça fait partie de notre onboarding. Lisez-le, faites-le lire à vos équipes. Question numéro 60. Comment Epopia a testé les 19 cadeaux d'acquisition? Alors ça, c'était une question que j'avais posée, c'était pour cadeau de Noël. Parce qu'effectivement, nous avons avec Epopia déjà testé les 19 cadeaux d'acquisition en 8 ans. Hein. Donc ça va, on a quand même fait pas mal de choses. Notre canal principal à nous, c'est les Facebook Ads. Mais on fait aussi beaucoup de SEO. On a commencé avec les blogs ciblés. Donc voilà, on fait du content marketing, on fait de l'email marketing, on fait des speaks, on fait beaucoup de choses. De toute façon, je les détaille dans d'autres vidéos ensuite, vu que j'ai après commencé à faire une vidéo par chaque canal d'acquisition, donc on va en voir une partie encore dans les minutes qui suivent. C'est quoi les outils de travail dans une startup? Alors, comment bien s'équiper, comment avoir une bonne organisation avec son équipe. Pour moi, il y a 3 outils principaux qu'il faut avoir. Hein. J'oublie le téléphone et l'email, qui est une évidence. Mais c'est selon le temps de l'information. Il y a 3 outils principaux. Dans l'immédiat, vous avez besoin de poser une question qui a besoin d'une réponse tout de suite. Vous devez juste passer une info, il faut que tout le monde l'ait. Vous avez un Slack interne, donc un outil de communication interne, ça va être un Slack dans la plupart des cas, mais si vous êtes en libre, ça va être un Mattermost. Si vous avez besoin que ce soit hébergé en Europe et que ce soit sécurisé, ça va être un Atolia. En tout cas, vous avez un outil de communication directe au sein de vos équipes et vous pouvez parler aux gens en one-to-one sur des projets, sur des équipes. Voilà, vous pouvez faire des groupes et partager l'information ou demander une question qui nécessite une réponse rapide. Si vous êtes sur des tâches, donc vous demandez des choses mais qui demandent du travail aux gens et que les gens s'organisent et que les gens décident quand est-ce qu'ils la font et qui va leur prendre du temps, pour pas que ça s'enterre, on va pas utiliser Slack, on va utiliser des outils de ticketing, typiquement Redmine, GitLab ou d'autres. Donc les gens ont une suite de tâches et de tickets qu'ils ont à faire et dedans on va pouvoir poser des questions, on va pouvoir ramener des éléments, ils vont pouvoir dire quand c'est fait, les gens vont pouvoir vérifier et comme ça on suit la tâche et on s'assure qu'elle arrive jusqu'à son terme et à être close. En termes d'organisation de travail, on va retrouver aussi des outils comme des Gantt, des tableaux avec les to-do et tout ça, des Kanban. Enfin, il y a plein d'outils comme ça qui permettent aussi de voir sur un projet comment les choses évoluent. Parfois, ils sont intégrés directement dans les outils de ticketing, ça existe aussi. Et puis donc ça c'est le mode plutôt projet. Et puis pour la vision long terme, vous devez garder toute la connaissance de votre équipe et de votre boîte. Elle doit être sacralisée, elle doit être mise par écrit. Justement pour qu'un nouveau qui arrive monte très vite en compétence, pour que quand quelqu'un parte, il parte pas avec sa connaissance. Vous devez tout mettre par écrit dans un wiki. Donc ayez comme ça vraiment la bibliothèque des connaissances. Comment marche le produit, comment marche tel process, comment est-ce qu'on fait un recrutement, comment est-ce qu'on fait un onboarding. Tout ça, ça doit être écrit dans des trucs. Et comme ça, c'est une évidence, tout le monde peut avoir l'information accessible. Et donc ça permet de partager l'intelligence et de ne pas la perdre dans le temps et de ne pas refaire des erreurs qu'on aurait déjà faites. Et pour ça, on nourrit un wiki. Et voilà, avec ça, vous avez déjà des outils de base pour avoir un problème immédiat, une tâche dans le long terme et puis garder une connaissance dans le très long terme, avoir un niveau d'information dans toute l'entreprise. Et on passe aux questions qu'on a posées en 2021. C'est quoi le funnel art? Le funnel art pour acquisition, activation, rétention, revenu, referral. Alors le sens, l'ordre peut changer. C'est vraiment tout un funnel sur comment vous attrapez un visiteur, vous en faites un utilisateur, vous en faites un
client, vous en faites un client qui revient et vous en faites un ambassadeur qui va vous ramener des nouveaux clients. Donc voilà, c'est ce funnel et ce funnel, vous l'optimisez à chaque étage. Tant que vous n'avez pas au moins 10% des gens qui rentrent qui deviennent clients, ça sert à rien de faire rentrer beaucoup de gens au début. D'abord, il faut optimiser, il faut réussir à trouver ce qui fait qu'à chaque étage, il y a un meilleur taux. Parce que c'est un funnel, c'est un entonnoir, ça diminue à chaque fois, à chaque étage. Et donc, une fois que vous avez vraiment optimisé ce funnel, vous pouvez mettre un maximum de jus en haut, même payer pour avoir plein de gens qui rentrent, parce que vous savez que vous avez un taux de transformation, et donc vous pouvez calculer que ça va être gagnant, comme Paris. Et donc voilà, ça c'est un outil principal, c'est un très bon outil des gros hackers, dont on va parler sous peu. C'est quoi les métriques et les KPI principales dans une startup? Alors pour la plupart des startups, notamment qui font du SaaS, on va retrouver en général, Société as a Service, on va retrouver du MRR, ou de l'ARR, donc le revenu récurrent mensuel, on sait, quand quelqu'un rentre, on sait que tous les mois il va payer ça. Et donc ça vient se cumuler à tous ceux qu'on a déjà, qui payent déjà tous les mois ça, et donc on vient l'ARR qui vient augmenter de mois en mois. Et ça c'est la magie du SaaS, c'est que du coup à chaque fois qu'on a un nouveau client, il vient s'additionner aux autres. Sauf que parfois on en perd certains, ça c'est le churn, c'est le taux d'attrition. Donc il faut avoir un taux de churn le plus bas possible. Il ne faut pas que les gens se barrent, donc il faut avoir de la rétention. Ça c'est vraiment très très important, c'est en général la métrique la plus importante parce qu'un panier percé ça sert à rien de le remplir. Ensuite on va avoir la lifetime value, combien un client quand vous l'avez accédé atteint, il vous rapporte, donc combien de mois il reste, et donc vous savez combien il va vous rapporter dans sa durée de vie. Et une fois que vous savez combien il va vous rapporter dans sa durée de vie, et ben vous allez pouvoir calculer aussi le coût d'acquisition. Combien ça vous coûte de ramener quelqu'un et voir si ce coût d'acquisition est cohérent par rapport à combien il vous ramène dans la vie, et donc vous allez pouvoir optimiser après tout votre fonctionnement autour de ces métriques principales. Après on peut encore rajouter aussi le NPS, donc le Net Promoter Score, qui vous permet de savoir si un client qui est rentré chez vous aime assez votre produit pour en parler aux gens autour de vous, et donc ça va vous dire déjà s'il y a un effet de référent et donc d'ambassadeur qui vous ramène d'autres gens, mais aussi si déjà les gens sont contents de votre produit. C'est une très bonne manière de calculer si les gens sont contents de votre produit. Voilà pour les KPI principales qu'on retrouve généralement chez les startups. C'est quoi une boucle virale? Alors c'est un des 19 canaux d'acquisition, avoir une boucle de viralité, c'est un mécanisme qui fait que chaque personne qui rentre vient ramener une autre personne dedans. Et si cette boucle virale fait que chaque personne ramène plus qu'une personne, alors vous avez de la viralité, comme les virus. Vous devenez expert là, sur ce sujet-là, tout le monde l'est. Et donc il y a des mécaniques, il y a des différents types de boucles virales. La plus connue que vous connaissez, c'est tout ce qui est parrainage. C'est ce qu'utilisait typiquement Dropbox. Faites venir quelqu'un et vous obtenez pour vous de l'hébergement en plus gratuit. Donc c'est rémunéré d'une certaine manière. Mais il y a d'autres types de boucles virales. Par exemple, Hotmail, il avait mis en signature PS I love you, ouvrez une boîte gratuite sur Hotmail. Et chaque personne qui envoyait un mail à quelqu'un, en fait diffusait sa pub gratuitement. C'était cool. Facebook l'a fait en faisant rentrer les gens, en leur faisant rentrer leur email et en envoyant un mail automatiquement à tous les gens qui étaient dans leur boîte mail. LinkedIn faisait ça aussi, enfin voilà. Il y a plein de manières différentes de faire des boucles virales, mais c'est une très bonne manière d'acquérir des clients. Est-ce que entreprendre rend libre? Alors ça, j'adore, parce que tellement de gens qui disent ça. Entreprendre, on devient son propre patron, on décide, il y a plus, on est trop les chefs, on est trop libre. Non, 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 non. Désolé, je suis désolé, je veux pas casser le rêve, mais entreprendre ne rend pas libre. Vous devez rendre des comptes plus à votre patron, mais vous rendez des comptes à vos clients, à votre banquier, à vos investisseurs, à vos salariés, à plein de gens. Vous devez rendre encore plus de comptes, parce qu'en plus vous êtes encore d'autant plus responsable de tout. Donc non, vous n'êtes pas plus libre. Cette question de liberté, elle est dans votre tête. Qu'est-ce que la liberté? C'est plutôt là que la question. Mais l'entrepreneuriat, c'est pas ça qui va vous rendre libre. Et le jour où l'entreprise elle a des problèmes, et vous choisissez pas en fait ce que va faire l'entreprise. À un moment, il faut faire ce qu'il faut pour que ça marche, ou alors vous arrêtez, vous avez la liberté d'arrêter. Mais sinon, il faut faire ce qu'il faut et pas forcément ce que vous aviez envie de faire, et donc en fait, vous n'êtes pas si libre que ça. C'est quoi le canal des blogs ciblés? Alors ça, c'est un des 19 canaux d'acquisition, c'est le meilleur pour démarrer. Nous, on a commencé avec ça, c'est aller viser les blogs qui ont comme public, vos prospects, donc les gens qui s'intéressent à votre domaine, il y a des blogs sur votre domaine, et faire en sorte que ces blogs parlent de vous et vous fassent découvrir à leur public à eux. Et c'est une très bonne manière, notamment parce que vous avez un public tout de suite qui est qualifié, mais en plus parce que ça fait des liens. Et ça, ce sera très bon pour la suite, pour le SEO dont on parlera plus tard. C'est quoi le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur, on l'a à peu près tous, à tout moment de notre vie. C'est le fait de se dire qu'on n'est pas légitime pour faire ce qu'on est en train de faire, on n'est pas le meilleur pour être le patron de sa boîte, on n'est pas le meilleur pour être aujourd'hui devant vous et faire cette vidéo et répondre à ces questions. Pourquoi moi et qu'est-ce que j'ai comme connaissance qui fait que j'ai le droit de le faire mieux qu'un autre? Le drame, c'est qu'en fait, plus vous devenez bon,
et donc vous avez moins le syndrome de l'imposteur, plus vous vous rendez compte de la différence qu'il y a entre vous et ceux qui sont encore meilleurs que vous, et plus du coup vous avez encore plus le syndrome de l'imposteur. En fait c'est une course sans fin, vous aurez toujours le syndrome de l'imposteur, il y aura toujours meilleur que vous, donc il y aura toujours des lacunes à combler, c'est ce qui vous fait avancer, c'est ce qui vous rend meilleur jour après jour, mais c'est ce qui fait que vous n'êtes jamais la meilleure version de vous-même, vu qu'elle est à venir, et donc vous avez toujours ce sentiment d'être un peu un imposteur, et il faut savoir passer outre et se dire juste qu'à l'instant T, on n'est pas le meilleur, mais on a déjà suffisamment de choses à dire, pour les faire, on est le meilleur pour gérer sa boîte, inexorablement, parce que juste c'est vous qui êtes aux commandes, donc c'est tout, point. Et il faut vraiment savoir l'enterrer, ce syndrome-là. La question numéro 68, c'est quoi le SEO, Search Engine Optimization, encore un des canaux d'acquisition. C'est comment optimiser tout ce que vous faites, votre produit, votre site web, votre appli, tout ce que vous voulez, pour être dans les résultats de recherche de Google tout en haut et des autres moteurs de recherche. Et donc pour ça, il y a plein de techniques qui sont très intéressantes. Ça demande du temps, ça demande beaucoup d'énergie et ça donne pas des résultats tout de suite. C'est long de gratter des places chez Google. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est gratuit, hein, vous payez pas. Hein. Quand quelqu'un tape veut acheter voiture, pour arriver en première page, vous êtes sûr que les gens vont cliquer chez vous. Et c'est gratuit, vous n'avez pas payé pour ça. Et ce qui est bien, c'est que par contre, tout ce travail que vous avez fait, il va durer. Si vous avez aujourd'hui, vous êtes premier sur des mots de recherche, dans 3 ans, vous risquez encore d'être très haut. Et donc, ce travail que vous avez fait une fois au début continue à vous rapporter dans la durée des clients tous les jours, encore et encore. Donc c'est vraiment dans le long terme, c'est super bien. Numéro 69. Fail well, fail fast. Ça, c'est un mantra chez les startups. Pourquoi les startups veulent-elles échouer rapidement? Alors non, les startups ne veulent pas échouer. Les startups veulent juste le plus rapidement possible savoir si elles vont aller à l'échec ou pas. Et donc pour ça, il faut le plus vite possible se lancer sur le marché, poser un MVP, aller chercher le public et tester. C'est toute la base de la méthode Lean. Avoir une boucle et la faire tourner le plus vite possible avant qu'il n'y ait plus d'argent. Et donc si avant de passer 10 ans de sa vie sur un projet, on veut savoir si ce projet a une chance d'être le bon projet. Et donc on va essayer, quitte à ce qu'il puisse un jour échouer, à le faire échouer tout de suite. Donc on va essayer d'aller le plus loin possible tout de suite pour que, quitte à ce qu'il échoue, on se rende compte avant d'avoir perdu 10 ans de sa vie et d'avoir perdu 3 millions d'investissements. On préfère l'avoir perdu 2000 € et 6 mois et d'avoir vu qu'il n'y avait pas d'opportunité finalement. Donc on ne repousse pas un lancement à avoir fini des trucs, on va tout de suite au marché et s'il doit y avoir un échec, on veut le savoir le plus tôt possible pour ne pas perdre d'argent, d'énergie, de temps et de sa vie. Voilà, c'est ça. Donc quitte à bien échouer, autant le faire vite, sinon c'est mal échoué. Numéro 70, le content marketing. Encore un canal d'acquisition. Le content marketing, c'est comment offrir du contenu de qualité encore et encore à sa communauté, à vos prospects, sur votre thématique pour gagner en légitimité et faire en sorte que le jour où ils aient besoin d'acheter quelque chose dans votre domaine, vous soyez la première personne à qui ils pensent, la première marque à qui ils pensent. Et pour ça, il faut être généreux et il faut donner en masse. Quelque chose qui se mêle très bien aussi avec les emails, qui se mêle très bien avec le SEO. C'est des choses qui vont très bien ensemble. On va en parler aussi après. Don't fall in love with your idea. Ça, c'est vraiment un problème très important. Souvent, on a l'idée du siècle et on veut la faire et ce qui compte, c'est ça. Et c'est ça qui nous empêche de dormir. Mais votre idée, on s'en fout. Votre idée n'a pas de valeur. Ce qui compte, c'est quel problème vous êtes en train de résoudre. Et si votre idée est la meilleure manière de le résoudre, allez-y. Mais si à un moment vous vous rendez compte que c'est pas la bonne manière, si à un moment vous vous rendez compte qu'il y en a une meilleure, vous jetez cette idée et vous allez vers cette meilleure route. Parce que l'important, c'est de résoudre de la meilleure manière un problème. Si votre idée n'est plus la meilleure manière de résoudre ce problème, votre boîte elle est déjà mourante, hein, parce que les gens vont aller voir la meilleure idée que quelqu'un va faire si vous ne le faites pas vous. Donc disruptez-vous vous-même, ne tombez pas amoureux de votre idée, tombez amoureux du problème que vous voulez résoudre. Ça c'est hyper important. Et numéro 72, c'est quoi l'email marketing? On en a parlé avant, parce que ça va très bien avec le content marketing. L'email marketing, c'est comment dessiner des flux d'emails, des scénarios et des chaînes d'emails qui permettent de convertir des gens et d'en faire vos clients. Donc c'est tous les spams que vous recevez à longueur de temps. Vous dites oui, ça sert à rien, c'est vraiment chiant, je veux pas faire ça. Et en même temps, il y en a certains, vous vous désabonnez pas et un jour vous achetez. Et en vrai, ça marche. L'email marketing, ça marche. Ça coûte pas cher parce que c'est quand même négligeable le prix d'envoyer un email. Donc du coup, oui, il y a un taux de transformation qui est pas toujours terrible, mais c'est pas grave parce que ça coûte pas cher. Et en plus, il y a un taux de transformation quand même qui est là. Et donc, comment est-ce que vous faites selon d'où les gens viennent, quelle est la manière dont ils vous ont découvert, quel est le meilleur message à leur présenter en suivant, puis 2 jours plus tard, qu'est-ce que vous leur envoyez, puis une semaine plus tard, qu'est-ce que vous leur envoyez, selon qu'ils ont répondu ou pas, qu'ils l'ont ouvert ou pas, est-ce que vous divisez les flux et alors il reçoit tel mail, et si jamais il n'a pas ouvert le truc, alors vous envoyez un autre mail qui fait « Hey, j'ai vu que tu n'avais pas ouvert mon mail et ceci », et comme ça vous faites des scénarios qui amènent les gens vers la conversion par de l'email. Et là aussi, c'est là où le content marketing est génial parce que vous donnez dans ces emails, faites pas des emails de pub. Vous amenez
du contenu gratuit, vous leur donnez des conseils, vous leur donnez des informations, vous les éduquez, et de temps en temps, vous leur éduquez en mettant en scène votre produit, et de temps en temps, vous les éduquez en leur disant, mais au fait, il y a un code promo chez moi ce mois-ci, viens. Mais tout n'est pas que marketing, vous faites aussi du marketing, mais vous faites aussi du content marketing et pas juste de la pub. Numéro 73, go big or go home. Ça, c'est aussi une règle et un mantra chez les startups. Parce que vous êtes une startup, si vous faites une startup, ça veut dire que vous voulez start and up et donc aller vers la scalabilité. La scalabilité, c'est être capable d'aller avoir des millions de clients. Et si vous voulez avoir des millions de clients, ça veut dire que vous vous mettez en place, faire les choix qui vous amènent vers cette finalité-là. Sinon, vous ne faites pas une startup. Et c'est pas grave. Il y a plein de super jeux de boîtes qui sont pas des startups. Mais si vous voulez faire une startup, effectivement, soit vous visez à dominer votre marché, soit il faut changer de projet. Il ne faut plus faire une startup, il ne faut pas dire que vous faites une startup. Mais c'est go big or go home. C'est vraiment une manière de penser très différente, propre au monde des startups. Numéro 74, devenir speaker. Alors ça, c'est aussi un canal d'acquisition qui va bien avec le content marketing aussi. C'est prendre le micro, monter sur scène et faire des conférences sur votre domaine d'expertise, donner votre expertise et devenez la personne de référence. Quand quelqu'un se dit je ne sais pas comment changer un pneu, mais oui, mais il y a machin qui fait des conférences et je l'ai vu et machin et truc et j'en entends parler partout. C'est lui qu'il faut que j'aille voir si j'ai besoin de changer un pneu. C'est l'expert du changeage de pneus. Voilà, c'est ma référence et du coup, le jour où j'ai un besoin, je vais aller chez lui. Et c'est une manière de faire connaître votre marque, mais de faire connaître votre expertise et de créer de la confiance en montant sur scène et en prenant un micro. C'est vraiment cool à faire. Numéro 75, on est aux 3/4. Wow, attends, laisse-moi reprendre mon souffle. Allez, c'est la dernière ligne droite, il en reste plus que 24. Oui, mais ça se complique. Alors écoute bien. Comment faire un business plan prévisionnel financier? Donc là, c'est le tableau avec les chiffres. On a parlé tout à l'heure du business plan stratégique, donc rédigé. Le business plan financier, quoi? Startup, tant qu'il n'y a pas de product market fit, il n'y a pas grand chose à mettre dans ce tableau. C'est du vent, c'est des hypothèses, c'est des dés que vous jetez pour remplir le tableau. Mais si vous devez le faire, alors je vous ai partagé avec la vidéo un template et je vous ai expliqué toutes les règles de calcul et tous les prix en général de base au lancement de votre boîte pour les différents items qu'il y avait à remplir et le mode de fonctionnement. Donc voilà, vous pouvez aller prendre ça si au moins, quitte à ce que vous perdiez du temps, ça vous en fera gagner un petit peu. Et on a passé les 3/4. Ouh. Allez, on est prêt pour le dernier quart? C'est parti! Le numéro 76, c'est quoi un Lessons Learned? Lessons Learned, c'est une réunion que vous faites à la fin d'un gros projet pour essayer de comprendre ce qui s'est bien passé, mal passé, ce que vous auriez dû faire différemment dans un projet en recueillant les avis de tout le monde et en mettant ça au clair tous ensemble et en crevant tous les abcès. Et le but, c'est qu'à la fin, vous trouviez qu'est-ce qui était mauvais ou bien et que vous en fassiez des règles pour la suite. Ça, on ne le fait plus. La prochaine fois qu'on doit faire ça, on le fera de telle manière ou ça, c'était génial et on veut le refaire à chaque fois. Et vous mettez ça par écrit, ça entraîne des actions pour les prochains projets. Et donc, ça permet de ne pas refaire en boucle les mêmes erreurs, mais d'apprendre au fur et à mesure de votre chemin, tous ensemble avec votre équipe. C'est quoi le SEM? Search Engine Marketing. Alors, c'est du marketing sur les moteurs de recherche. Donc là, on est dans le payant, on fait de la pub sur les moteurs de recherche, c'est donc du Google Ads. Vous payez pour être en haut des résultats de recherche. C'est comme le SEO, mais cette fois, vous payez. Et donc, vous payez en payant sur des mots-clés. Et donc, il y a des stratégies, typiquement de longue traîne, vu que les gros mots-clés principaux, voiture neuve, par exemple, acheter voiture, c'est hyper cher. Vous allez sur les longues traînes qui va être Renault Clio jaune 1998, pas cher. Voilà, sur celui-là, il y a très peu de concurrence, il coûte moins cher. Et vous aurez moins de gens qui vont cliquer, mais comme vous allez en décliner 2000 comme ça, et ben en fait vous en aurez autant que si vous avez payé cher sur un gros. Ça, c'est les stratégies longue traîne, et après il y a tous les outils que vous mettez à disposition, Google Ads pour avoir la bonne annonce qui correspond à la bonne recherche, et après vous les amenez vers une landing page qui est spécifiée pour cette recherche, et comme ça vous les amenez à la conversion, et c'est cool. C'est quoi les BSPCE? Les BSPCE, ce sont des bons de souscription. Donc, c'est quelque chose que vous distribuez à vos équipes, dans votre entreprise, à vos salariés, pour leur donner l'opportunité de devenir, à tarif préférentiel, actionnaire de la boîte. C'est un outil de motivation. Ça fait que les gens, ça devient leur boîte, ça devient leur projet, et si la boîte réussit, ils en tirent quelque chose. Mais c'est un outil de motivation sans risque. Donc, ils deviennent investisseurs, mais sans risque, parce que vous leur promettez aujourd'hui, vous leur donnez un droit à devenir actionnaire demain, mais au prix d'aujourd'hui. Mais que vous ne payez pas aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, vous leur filez ce bon-là, vous avez droit à 100 actions dans 10 ans. Et dans 10 ans, alors, je ne sais pas dans 10 ans, mais dans 10 ans, ils regardent le prix de l'action. Et si l'action a fait, donc elle coûtait 1 euro à l'époque, maintenant l'action a fait x100, donc elle vaut 100 euros, et bah ils n'ont plus qu'à payer 1 euro par action. Donc ils peuvent payer 100 euros et ils récupèrent leurs 100 actions qui maintenant valent chacune 100 et 100 x 100 ça fait 10 000 si je ne m'abuse, et ils viennent de dépenser 100 euros pour avoir 10 000 euros.
belle plus-value. Et donc sans risque, vu que si jamais la plus-value n'est pas intéressante, et ben ils ont juste le droit de ne pas convertir leur bon de souscription en action. Et ils y renoncent et c'est pas grave. Et du coup, et ben, ils n'ont jamais rien dépensé, donc ils n'ont rien perdu. Par contre, s'il y a une plus-value, et ben, ils gagnent à tous les coups. En gros, soit ils gagnent, soit ils perdent pas. Et c'est cool. Et à la fin, ils ont des actions de la boîte. Et ça, c'est vraiment cool parce que c'est bien que la boîte appartienne aussi à ceux qui créent de la valeur au quotidien dedans. Question numéro 79, le marketing sur les réseaux sociaux. Alors on va principalement parler de Facebook, Facebook Ads, hein, mais il y en a d'autres. Mais il faut bien avoir conscience que les réseaux sociaux ne sont pas un endroit particulièrement où on monte des communautés, c'est surtout des régies publicitaires. Et donc, ils vous donnent des outils pour aller faire de la pub dessus. Et c'est ça le marketing sur les réseaux sociaux et c'est un des canaux les plus efficaces, mais on va y venir en détail un peu par la suite. Faut-il mieux monter sa boîte à Paris ou en province? On a le numéro 80. Donc à la capitale ou en province, à mon sens, plutôt la province pour plein de bonnes raisons. Les loyers sont moins chers, les salaires sont moins chers, vous trouvez quand même des talents si vous êtes dans une ville universitaire, vous trouvez plus facilement des financements au début, donc voilà, c'est plutôt cool, la qualité de vie est plus cool. Et en même temps, en grandissant, vous allez avoir besoin d'aller à Paris, les gros clients sont à Paris, les grands talents quand vous commencez à grossir vont être à Paris, la presse est à Paris, les écosystèmes sont plutôt sur Paris, enfin bon, les levées de fonds se font à Paris, donc voilà, il y a plein de choses qui vont vous faire que plus tard vous aurez besoin d'aller à Paris, mais au début, au tout démarrage, la province, c'est pas forcément le mauvais choix. Numéro 81. Alors, vous allez recevoir demain un coup de téléphone, un appel pour quelqu'un qui va vous dire « Hey, on est un journal, on va dire Le Monde, mais j'ai jamais reçu Le Monde, hein, et on veut faire trop un article sur vous, c'est trop bien, et puis en plus vous aurez des liens dedans, et ça va vous coûter 1500 €. Hein, pardon, mais vous êtes Le Monde. Non, non, moi je suis une régie, machin, média, je sais pas quoi, mais on vous propose d'avoir un article dans Le Monde. Ok, mais du coup je dois payer. Oui. En fait, c'est une pub. Oui, ce sont des articles sponsorisés, en fait. Et en plus, ce sera pas vraiment dans Le Monde. Hein. Ce sera sur le site web, caché dans un coin. Et enfin bref, en fait, c'est des plans foireux qui marchent à peu près pas du tout. N'allez pas là-dedans. Et encore, ça, c'est le cas le plus cool que je vous ai donné, parce qu'il y a des cas qui sont encore pires dans ce que vous pouvez avoir comme fausse vente comme ça. Par téléphone. C'est quoi le mythe des 1% du marché? Donc ouais, quand vous faites un business plan, ne mettez pas que vous allez dans 3 ans choper 1% de votre marché. Ce n'est pas vrai, c'est faux, et tous les gens qui liront ce dossier seront que c'est faux, 2 que vous savez pas de quoi vous parlez. Donc ne le faites pas, vous ne vous rendez pas compte de ce que ça veut dire 1% et de la complexité que c'est de choper 1% de son marché. Donc c'est une erreur banale et ça fait, on voit en fait quand on voit un dossier où il y a écrit ça, que la personne ne sait pas de quoi elle parle. Donc ne faites pas ça. Et essayez de trouver une règle un peu plus réaliste. Le numéro 83, c'est quoi le growth hacking? Le growth hacking, c'est la manière d'hacker la croissance. Donc c'est un outil qui est très utilisé dans les startups, qui va se définir principalement par 3 étapes principales. 1, le hacking commence par dans le produit. C'est dans le produit que tout se passe. On a parlé tout à l'heure du funnel AR. On impacte bien le produit. Et donc on commence par aller dans le produit, par mesurer tout ce qui s'y passe, par trouver la rétention, trouver ce genre de choses, et le corriger et aller trouver le produit parfait pour le marché. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de trouver où sont les clients, où sont les prospects, et donc aller chercher où on peut les trouver facilement et comment rediriger le flux vers chez nous. Là où il y a des morceaux un peu plus hack, typiquement Airbnb qui vient choper les gens chez Craigslist et qui les ramène sur Airbnb. Un très bon exemple. Et puis ensuite, la troisième gros outil du gros hacking, ça va être la viralité, comment rendre un produit viral. On a déjà parlé avant avec la boucle de viralité, mais ça c'est aussi quelque chose que savent faire les gros hackers. Le numéro 84, comment faire une bonne relation client. C'est hyper important, soyez dans le care. Prenez soin de vos clients, c'est eux qui feront votre succès. Il y a pas mal de conseils que je donne, mais les principaux, ça va être 1. Mettez en face d'eux des gens qui peuvent prendre des décisions, qui peuvent rembourser s'il y a besoin sans avoir besoin d'en référer à d'autres, qui connaissent le produit et qui peuvent répondre à toutes les questions sans avoir besoin d'en référer à d'autres, et qui sont en nombre suffisant pour répondre vite. Répondez vite en donnant une vraie réponse pertinente et définitive à chaque demande que vous recevez et en réglant les problèmes. Et tout ça avec empathie, en comprenant d'où viennent les problèmes et en aidant les gens. Et vous verrez que les gens vont être hyper ravis et vous ne tomberez pas dans le mauvais service client que vous avez sur toutes les box, sur tous les téléphones et tous ces trucs-là que vous détestez appeler, que vous ne voulez jamais avoir en face. Vous pouvez faire mieux que ça. Et il y a plein d'outils pour ça. Numéro 85, c'est quoi le top 10 des livres à lire avant de monter sa boîte? Alors je ne sais pas si je vais vous sortir le top 10 de tête, mais je vais vous dire Zero to One, Lean Startup, pour recruter Woo, The Hay Method for Hiring, pour les salariés, le livre de la jungle, pour trouver son business model generation. En termes de marketing, je vous dirais Growth Hack Marketing, je vous dirais Les idées qui collent, Sticky Ideas, The Hard Thing About Hard Things, Traction, en termes de com, avec les 19 canaux de communication, Hooked pour créer un bon produit aussi, ça c'est cool, si vous faites des apps. Voilà, après si j'en ai d'autres qui pop, mais ça c'est
première liste très sympa. Les audiences Facebook Ads, c'est quoi, comment ça marche si vous faites du Facebook Ads? Le cœur de Facebook, c'est les audiences. La magie de Facebook, c'est qu'il peut vous permettre d'aller trouver qui sont vos clients. Et ils peuvent les cibler très précisément avec des tonnes de filtres. Et ça, c'est vraiment top. Et quand vous avez trouvé qui, que vous en avez assez, ils ont un outil magique qui est l'audience similaire qui va vous chercher dans une boîte noire. Vous lui mettez vos clients et il va trouver tous les gens qui leur ressemblent. Et d'un coup, ça va être un accélérateur de folie. Donc tout ça, c'est des outils que Facebook vous met à disposition et qui sont cool dans les audiences. C'est là qu'est le cœur de Facebook. Si vous faites du Facebook Ads, maîtrisez l'outil audience. J'ai fait une autre vidéo sur comment bien pitcher. Alors, je remets une petite couche sur le pitch. Entraînez-vous. Ça, c'est bien pour bien pitcher. Et puis petit tips aussi que moi j'utilise. Alors déjà, si vous avez un support, pas de vidéo, maîtrisez, soyez capable de faire sans support si nécessaire, parfois ça marche pas. Et puis avant de monter sur scène, avant de prendre le micro, faites 2-3 exercices, des flexions, extensions, pousser un mur, un peu de, voilà, 2-3 mouvements un peu brusques, et ça va vous faire une montée d'adrénaline, et cette montée d'adrénaline va faire que quand vous allez parler, vous allez avoir une énergie, un sourire, une force, et ça va envoyer de l'énergie de manière beaucoup plus forte que tous les autres qui sont tout plat et qui lisent leurs notes et qui sont... Ça change tout, je vous assure. Donc vraiment, faites 2-3 flexions extensions juste avant de prendre le micro et vous allez voir, ça va tout changer à la manière dont vous allez parler. Et puis souriez, regardez les gens, et ça va être de la folie. C'est quoi la courbe d'adoption de l'innovation? Quand vous sortez d'une innovation, vous avez 3 types de clients en face de vous qui ne vont pas arriver pour les mêmes raisons et au même moment. Au début, si vous faites de la techno, vous allez arriver à voir les fans de techno qui veulent voir tout ce qui sort. Ensuite, une fois que vous les avez logiquement les early adopters, ceux qui projettent de la valeur facilement sur la nouveauté et qui veulent absolument l'utiliser et qui voient déjà tout ce qu'ils peuvent en faire. Ensuite, il y a un petit creux et là, il y a la foule. La foule, c'est la masse. Il y a la early majority, donc la masse, mais qui vient facilement, et la late majority, la masse qui vient, mais qui prend beaucoup de temps de réflexion. Et après, il y a les retardataires, ceux-là, on s'en fout. Et ensuite, comment on traverse le gouffre? Je l'ai dit, entre les early adopters et la foule, il y a un gouffre. Votre product market fit, il se fait quand vous chopez les early adopters et que ça explose chez eux. Il n'empêche qu'un succès d'une boîte se fait sur la majority. Et là, le problème, c'est que la majority n'achète pas ce qu'achètent les early adopters. La majority achète ce qu'achète la majority. Et donc, il faut réussir à faire son nid chez eux et on repartait à zéro. Et pour ça, il y a une méthode, c'est le D-Day, c'est le jour le plus long. Et c'est un peu comme le D-Day pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il faut venir en visant un seul point, en mettant toute son énergie dessus, avec tout un écosystème autour qui rassure et qui permet d'avoir vraiment le bon offre. En général, on vise une niche et on a un ensemble de services qui vient autour et qui permettent d'aller trouver le bon produit pour la majorité et de rentrer dessus. Et ensuite, on explose complètement. Numéro 90, on est dans les 10 dernières. Comment définir le prix de son produit? Alors, soyez clairs, le prix de votre produit n'a aucun rapport avec combien il coûte à produire. Vos coûts n'ont rien à voir avec le prix de votre produit. Le prix de votre produit, c'est quelle valeur les gens projettent dedans. Et s'ils projettent assez de valeur pour être prêts à payer cher, et ben c'est ça le prix de votre produit. Et donc la seule manière de trouver combien les gens sont prêts à payer pour votre produit, c'est pas de leur demander parce qu'eux-mêmes le savent pas et ils vous demanderont toujours un prix bas, c'est de les faire payer. Donc vous mettez un prix et vous vendez. Si ça ne vend pas, le prix est peut-être trop haut. Ou vous vendez mal, vous amenez mal la valeur. Si ça vend, let's double the price! Vous doublez ce prix et vous repartez vendre. Ça vend toujours. Let's double the price! Vous repartez vendre. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous atteigniez le moment où ça vend plus. Bon bah revenez au prix d'avant et vous avez trouvé votre prix. Voilà aujourd'hui avec le marketing que vous faites, la valeur que vous projetez, ce que les gens sont prêts à payer. Naturellement à chaque fois que vous changez votre marketing, ça peut changer la valeur projetée donc les gens peuvent vous mettre plus ou moins d'argent. C'est le jeu. Mais c'est comme ça, c'est en vendant qu'on fixe un prix et pas du tout en faisant des études. Qu'on soit clair. Question numéro 91, ne corrigez pas des faux problèmes. Vous avez plein de problèmes tous les jours, n'essayez pas de corriger ceux qui n'ont pas encore eu lieu. Parce que la plupart du temps, ils n'auront jamais lieu et ce sont des problèmes imaginaires. Et vous en avez d'autres qui sont plus importants à corriger. Donc mettez votre énergie à corriger les problèmes qui arrivent. Les autres, eh ben c'est pas grave, vous les voyez venir, laissez-les venir. S'il y a une fois, 2 fois, 3 fois, bon bah vous pourrez le combler. Mais tant que vous êtes petit, de toute façon, ça va pas être une masse qui va vous coûter, qui va être un vrai problème. Vous n'êtes pas Apple qui, s'il vient avec un problème, a tout de suite 200 000 clients pas contents. Vous pas. Donc vous pouvez avoir le bénéfice de laisser des problèmes arriver, des petits problèmes, et voir si en fait ils arrivent vraiment avant de mettre de l'énergie à les corriger. C'est hyper important pour rester focus et pas perdre votre énergie. Vous avez des ressources limitées, mettez-les là où c'est utile et n'imaginez pas là où c'est utile. C'est le marché qui vous dit où c'est utile. Numéro 92. Comment formaliser un bon pitch? C'est quoi le contenu d'un bon pitch? On a donné beaucoup de formes, mais c'est quoi un bon discours? Un bon discours, il alterne entre 2 niveaux. L'émotionnel
il parle au cœur, et le rationnel, il parle au cerveau. Et en face de vous, vous avez des gens qui ont envie de vous suivre parce qu'ils vous aiment et qui ont envie de vous suivre parce qu'ils sont en confiance et qu'ils voient que c'est sérieux. Et il faut avoir ces deux bases-là. Et pour ça, on peut dessiner un pitch en W, typiquement, qui va être d'abord dans l'émotionnel, quel est le problème, combien c'est douloureux. Puis ensuite, dans le rationnel, quantifier ce problème, c'est combien de personnes, c'est quoi le poids du marché, ça veut dire quelle somme il y a potentiellement sur la table. Rationnel. On revient dans l'émotionnel, quel est notre produit, quelle est notre solution et combien elle est géniale. On revient dans le rationnel, et ça, on sait le faire de telle manière et il peut rapporter tel truc. Voilà les premières KPI qu'on a, donc voilà les métriques qu'on a et les chiffres qu'on peut déjà vous amener, et voilà comment ça peut ramener de l'argent. Et ensuite, on revient dans l'émotionnel, voilà où on veut aller et comment on veut y aller, et on veut que vous veniez avec nous. Voilà un pitch typiquement qui vous raconte une belle histoire en W et qui mixe émotionnel et rationnel. Numéro 93, comment on administre des campagnes Facebook. Alors, Facebook, il y a 3 étages, les campagnes, les ensembles et les publicités. J'ai fait une vidéo sur chacune. Les campagnes, il faut juste avoir conscience qu'il y a différents types de campagnes selon des objectifs. Les objectifs qui vont vous intéresser en général, ça va être 1, la notoriété. Faire venir des gens, trouver le bon public qui s'intéresse à votre sujet. 2, le clic. Donc, après leur amener un contenu qui les permette de cliquer et de venir voir votre produit directement. Et ensuite, le retargeting, c'est la conversion. Et là, on va retaper tous ceux qui sont venus. D'abord, on retape tous ceux qui ont vu vos premiers posts et qui ont passé du temps. Ceux-là, on les amène sur le site. Et tous ceux qui sont venus sur le site, on les retarget. Et cette fois, on les amène à la conversion. Par exemple, en leur proposant un code promo, mais ça peut être en valorisant d'autres choses dans le produit. Et donc ça vous dessine un funnel. Et les campagnes, chaque campagne est un bout du funnel différent, c'est un objectif différent. 94, c'est quoi les ensembles de publicité Facebook? Donc là, on a l'étage en dessous. On a les objectifs. Maintenant, on va voir qui on vise. Et on vise pas les mêmes personnes à chaque fois. Et dans chaque objectif, on va pouvoir viser et tester différentes audiences. Et donc, c'est là que vous allez définir pour chaque audience, vous allez faire un ensemble de publicité. Et donc, vous allez le faire pour différents types de clients. Ceux qui adorent Renault, ceux qui adorent Peugeot, ceux qui ont des motos. Et vous allez tester avec l'objectif. On a vu, on est dans une campagne de notoriété, par exemple. On va tester des trucs qui parlent de Renault, de Clio, de Peugeot, de moto. Et vous allez voir. Et donc, à chaque fois avec le bon truc, et là vous allez tester. Et ensuite, du coup, donc là on a géré le qui, on a vu le pourquoi, on a vu le qui, et le dernier étage, numéro 95, question numéro 95, comment on gère les publicités Facebook elles-mêmes. Les pubs, elles, c'est le comment on convainc, et donc on sait quel est l'objectif, on sait qui on vise, on va essayer d'avoir le bon message pour eux. Facebook nous propose plein d'outils pour faire des belles publicités Facebook. Il peut même en générer pour vous automatiquement. Ce qu'il faut penser, c'est avoir un call to action, c'est utiliser un copywriting efficace qui met en avant par exemple un AIDA, éveiller l'intérêt et les amener à vous, avoir un bon copywriting, avoir des call to action, les amener à une action. Et tester, il y a des outils pour faire de l'A/B test, donc on met pas une pub dans un ensemble, on met plusieurs pubs et on voit laquelle marche le mieux. Et Facebook lui-même, de toute façon, se met à pousser plus la pub qui convertit le mieux. Question numéro 96, comment choisir son expert comptable? Alors, les experts comptables, c'est magique, personne n'est content de son expert comptable. Tout le monde est content au début et puis après 1 ou 2 exercices, tout le monde veut en changer. C'est assez fou, mais c'est assez diffus autour de moi. C'est tout le temps comme ça, moi je l'ai vécu aussi. La bonne manière de choisir son expert comptable, c'est d'aller trouver un expert comptable qui maîtrise votre domaine, donc il y a déjà des clients de votre domaine, et des clients qui sont contents. Mais pas un client qui est content et qui vient démarrer avec lui, un client qui a déjà fait plusieurs exercices et qui est toujours content. Et alors celui-là, il est bon. Voilà comment choisir un bon expert comptable. Et de préférence, en général, on va le prendre plutôt dans sa taille de boîte. Donc si vous êtes une boîte de 20, allez pas voir un cabinet de 10 000 ni une boîte où ils sont 2. Allez voir une boîte où ils sont une dizaine, une quinzaine, dans les mêmes échelles. Ça permet que vous serez un client important pour eux et qui mettront des gens pertinents en face. Numéro 97, on approche du but. Comment motiver ses employés et son équipe? Alors, il y a plein de critères de motivation, mais en fait, on se rend compte à l'usage qu'il y en a une moitié qui ne les motive pas en fait, qui les empêche juste de se barrer. On appelle ça des critères hygiéniques. S'ils sont pas là, s'ils sont mal faits, les gens se cassent. Mais ça les motive pas à bosser bien et ça leur dit pas qu'ils veulent rester. Ça fait juste que ça les rend très insatisfaits. Et puis il y a une liste de caractéristiques, de leviers, qui eux par contre, s'ils sont mal faits, les gens restent quand même. C'est pas grave. Par contre, s'ils sont bien faits, ça va devenir vos meilleurs employés. Ils vont être hyper motivés, ils vont se donner à 200% et ils vont rester jusqu'au bout de leur vie avec vous. Et c'est cela qui vous intéresse, ces leviers de motivation intrinsèque. Et ce levier de motivation, ça va être en général tout ce qui est le fait qu'ils réalisent des choses, donc d'avoir des projets qui arrivent à terme, qui sont mis dans les mains des clients et qui leur servent et donc les gens soient fiers de ce qu'ils ont fait et que ça aboutisse. Le fait qu'ils soient autonomes, qu'ils choisissent la manière de le faire, le fait qu'on valorise, qu'on les remercie et qu'on les valorise pour ce qu'ils ont réussi à faire, le fait qu'on leur donne des responsabilités, le fait qu'ils apprennent en chemin. Voilà. Et ça, c'est vraiment les choses qui font que les gens sont heureux. Par contre, oubliez tout ce qui est carotte et le bâton.
qui est le truc de management de base, c'est de la merde, les gens ne sont pas des ânes, ce sont des humains et ça ne marche pas du tout. Et même le salaire n'est pas un critère de motivation intrinsèque, c'est la magie du truc. Le salaire est si c'est mal géré, les gens se barrent, mais si vous doublez leur salaire, ils sont pas 2 fois plus heureux, ils seront pas plus motivés. Ce sera juste normal et ça va pas être quelque chose qui va les motiver dans la durée, les salaires. Faut l'avoir en tête. Ok, numéro 98. Comment avoir une discussion qu'on n'ose pas avoir? Il y a toujours un moment des gens avec qui on s'engueule, des gens avec qui on a un gros truc qui gonfle et on sait que ça va aller au clash si on y va ou qu'ils veulent pas nous parler. Comment on ose le faire? Il y a une méthode, c'est Conversation Cruciale qui l'explique. Et donc c'est comprendre que c'est en nous que tout se passe. On peut pas changer le choix de l'autre, on peut pas le forcer à réagir d'une manière ou d'une autre. Par contre, on peut se contrôler soi-même. J'en ai parlé tout à l'heure, quand on tisse une histoire dessus et après ça nous crée des émotions, il faut savoir détisser tout ça et donc redevenir zen soi-même et donner à l'autre un espace de sécurité, créer de la sécurité pour lui, pour qu'il puisse lui-même s'exprimer et se sentir pas en danger et donc ne pas tomber ni dans la violence ni dans la fuite, et lui expliquer notamment son histoire, lui demander d'expliquer son histoire, en expliquant bien que c'est une histoire, ce n'est qu'un ressenti, et ensuite essayer de créer un espace de sens partagé et de tisser un but commun. Tous les problèmes ne se résument pas à on est pour ou on est contre. En fait, en général, ensemble, en discutant et en prenant un pas de recul par le dialogue, on peut essayer de se rendre compte qu'en fait, on veut tous les deux la même chose. On n'a pas la même vision sur la manière de la voir, mais en fait, on veut la même chose. Et en fait, les choses qui nous rassemblent sont plus fortes que celles qui nous séparent. Et en fait, on n'est pas si opposés l'un à l'autre. Et donc, en prenant un point de vue plus large, en général, on arrive à trouver une solution qui satisfasse tout le monde. C'est toujours, à peu près toujours possible. Le dialogue peut résoudre la plupart des problèmes, en recréant un espace de sécurité et en essayant de chercher un but commun avec la personne dans la discussion. Et en essayant d'éviter la violence et la fuite de notre part, mais aussi en donnant un contexte dans lequel l'autre ne va ni rentrer dans la violence ni dans la fuite. Alright, avant-dernière, numéro 99. Qu'est-ce que la culture du pay it forward? Le pay it forward, c'est vraiment quelque chose de très ancré dans la culture startup. C'est le fait de rendre ce qu'on nous a donné. Les premiers entrepreneurs ont galéré et ils ont partagé ce qu'ils ont appris en route avec les nouveaux. Maintenant, c'est vous qui avez bénéficié de ça. Ce que vous avez reçu, redonnez-le au suivant. Comme je le fais en ce moment à travers ces vidéos, c'est du pay it forward pur. Et gratuitement, ne cherchez pas à avoir des récompenses pour ça, c'est pas le but. Aidez, c'est juste parce que vous le devez. On vous a donné, vous devez donner, c'est tout. Vous donnez au suivant ce qu'on vous a donné. Et comme ça, vous plantez plein de graines. Et parfois, il y en a une qui va pousser, qui va un jour vous amener de l'aide. Le jour où vous serez en galère, tous ceux que vous aurez aidés, ils seront là pour vous aider aussi. Le plus attire le plus. Plus vous envoyez d'amour, de solidarité, d'aide aux gens, plus le jour où vous en aurez besoin, il y aura du monde autour de vous pour vous aider et pour vous soutenir. C'est comme ça, c'est une règle dans la vie et c'est une très bonne philosophie à appliquer au quotidien. On est arrivé au bout de 99 vidéos qu'on a déjà faites sur la chaîne. Donc voilà, j'espère comme ça vous avez un bon résumé en presque 1 heure. Je crois que j'ai tenu en moins d'1 heure. Je suis assez fier de moi. J'avais dit qu'il y avait une question bonus. Question bonus. La 100e. Est-ce qu'il y aura encore des vidéos? Oui, on est reparti pour 100 vidéos de plus. Allez, c'est parti. Donc oui, je continue. En fait, j'ai pas fait le tour. J'ai une liste longue comme le bras. Je l'ai sous les yeux là. Mais au début, quand j'ai commencé cette chaîne, je me suis écrit une liste de questions que je pourrais bien répondre un jour. Peut-être celles qu'on me pose en général. Et en fait, elle est encore gigantesque. Donc je pense que oui, on est reparti pour une saison. Je tiens quand même à vous remercier d'avoir suivi depuis 1 an cette chaîne, de nous avoir rejoint en cours de route et d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez eu plein de connaissances et que là, je vous ai fait un bon résumé et que vous avez trouvé de quoi vous nourrir et vous aider au quotidien. S'il y a des sujets que vous voulez creuser, chacune des questions dont je viens de parler à sa vidéo sur la chaîne qui la creuse un peu plus, parfois même beaucoup plus, certaines ça dure une demi-heure, donc j'ai vraiment parfois creusé beaucoup les questions, parfois je vous ai fait des tutos complets, donc n'hésitez pas à aller chercher s'il y a des points qui vous ont intéressé et creuser le sujet. Merci beaucoup de me suivre, merci aussi à Steve qui depuis maintenant presque une vingtaine de vidéos monte les vidéos et donc c'est grâce à lui que cette vidéo, malgré qu'elle était longue, n'a pas été si chiante que ça, donc merci à lui parce que franchement chaque vidéo est meilleure que la précédente et c'est vraiment cool et ça change quand même un peu les choses. Vous allez voir les premières vidéos pas montées, c'était brut. Là maintenant c'est un peu plus cool. J'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça encore à l'avenir, même si ça, comme il n'y a pas de business model derrière, ça coûte. Mais voilà, c'est plutôt cool. Et puis, merci aussi à Epopia qui
aujourd'hui me permet de faire ça. Alors pour beaucoup ça les intéresse, enfin ça n'a vraiment pas de rapport avec Epopia, c'est vraiment pour partager le parcours entrepreneurial. J'espère que tout ce que je fais vous aide. Si vous avez des questions, des sujets que vous voulez que je traite, mettez-les en commentaire pour me donner des idées de vidéos et je les traite rapidement. Vous voyez des manières d'améliorer ces vidéos et de faire mieux à l'avenir pour la chaîne, mettez ça aussi en commentaire. Venez me voir sur LinkedIn, venez me voir sur Twitter. Voilà, tous les liens sont en description. C'est avec vous qu'on va grandir. Faites connaître cette chaîne autour de vous, hein, ça fait 100 vidéos. Ça grandit, mais ça grandit pas super vite. Je sais qu'à un moment, il y en a une qui va popper et ça va exploser. Mais pour l'instant, ça pop pas. Mais c'est grâce à vous que ça va popper. Ça va peut-être être cette vidéo qui va popper. Donc c'est parti, partagez-les autour de vous. Et ça va être trop cool. Merci à tous. On s'abonne pour pas louper les prochaines vidéos. On met un petit pouce en l'air pour faire plaisir à Facebook. Et puis, je vous donne rendez-vous sur les autres vidéos en bas. Allez voir, il y en a des tonnes et c'est trop cool. Et je suis ravi de repartir une nouvelle année avec vous. Ça va être très cool et on a encore plein de choses à partager. Merci à tous, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!